réorganiser les travaux et sans doute dans une dimension plus strictement recherche, dans un autre périmètre, mais pas celui de dispositif de chaire tel que c'était jusqu'à présent. Et on aura un événement de clôture avant la fin de l'année civile pour terminer brillamment, je dirais, enfin, on l'espère, on en est sûr, ces 6 années. Alors, j'ai retenu de mon maître, le professeur Sylvain Vicam, qui était un des fondateurs de l'INSEAD et de Dauphine, qu'il fallait savoir inscrire les activités académiques, etc., en général, dans des cycles. 2 fois 3 ans nous a semblé un parfait cycle. 3 années avec notre mécène, l'établissement Leclerc, et son président, Michel-Édouard Leclerc, que je remercie encore. 3 années avec les très grands experts de l'entreprise, de la société Bearing Point, et de sa présidente, notre présidente, Madame Isabelle Denner, que je remercie évidemment ô combien. Voilà, 2 fois 3 ans. Nous avons une activité très riche. Là aussi, on le redira lors de l'événement de clôture qui aura lieu d'ailleurs en fin de journée avant la fin de l'année civile. 5 livres, 3 prix. Alors, c'est encore confidentiel, je ne devrais pas le dire, mais j'ai cru apprendre que la 2e édition de Distribution 4.0 avait remporté encore le prix du meilleur ouvrage national de distribution. Ça sera annoncé la semaine prochaine dans le cadre du colloque Étienne Thiel. Le précédent avait gagné le prix FNEJ et European Foundation for Management du meilleur ouvrage en management. Le précédent, de nous, également le prix Étienne Thiel du meilleur ouvrage en distribution. Bon, je crois que la chaire a montré dans ses publications, notamment les ouvrages, tout l'intérêt des recherches croisées que nous faisions avec les chercheurs et les praticiens. 8 thèses de doctorat ont été soutenues dans ce cadre-là, 80 mémoires de recherche des étudiants de master, de nombreuses conférences, beaucoup d'articles. Tout ça est disponible sur le site et dans le rapport d'activité. Et puis, depuis quelques temps, et je remercie le professeur Soumia Masrour qui est ici présent avec ses étudiants de BTS, la base de données de la chaire apparaît comme une des références des agrégatifs et des professeurs agrégés du secondaire. Notre mission de service public, c'est servir l'ensemble de la communauté, d'étudiants, de lycéens, de chercheurs, de professionnels, etc. Nous en sommes absolument ravis. Bien évidemment, la base de données de tous ces travaux, que ce soit les vidéos, les podcasts, les slides, etc., reste ouverte et va rester disponible un certain temps, et on va continuer à l'enrichir par les travaux de recherche du centre de recherche qui va suivre les activités de cette chaire. Et puis, je voulais aussi remercier, mais on le refera évidemment lors de l'événement de clôture, sans doute au mois de novembre ou au mois de décembre, avec des grands sachants qui viendront parler de leur vision, des évolutions du commerce, etc. Je voudrais remercier, alors je ne vais pas les citer tous parce que ça serait trop long et j'en oublierai, mais les équipes, à la fois les équipes sur le contenu, mais aussi les équipes techniques, etc., qui ont contribué, et chez Bearing Point, Leclerc d'abord, Bearing Point, et à l'ESCP, au bon fonctionnement de l'ensemble des activités, pas simplement des petits GG du commerce 4.0, mais l'ensemble des activités. Donc merci, je crois qu'on peut les applaudir parce que leur travail, dès 7h ce matin, les équipes techniques étaient là, et puis merci aussi à Marion, à Laurent, à Lauriane, à Julie, etc., à Sandrine. Certains disent que d'ailleurs nous arrêtons parce que Sandrine Kieffer, qui est notre grande chef de la communication et qui a œuvré énormément pendant ces 6 années, elle-même nous quitte pour des plus hautes fonctions, bien méritées ô combien. Donc voilà. Donc merci à Anne, merci évidemment à Christelle qui ne pouvait pas être là ce matin, et puis au professeur Adlinox qui m'a secondé pendant les 3 premières années. Aujourd'hui, nous terminons avec un thème qui est finalement un thème parfaitement dans le cadre de ces logiques de réflexion sur la prospective du commerce et de la consommation, puisqu'il adresse, comme on dit en anglais, il concerne à la fois une thématique économique et en même temps une thématique sociétale, qui est la gestion du cycle de vie des produits. Pourquoi une thématique économique? Parce qu'on sait bien que, d'abord parce que les modèles économiques de base, ça a été montré dans la loi de Gist, dès les années 60, dans le mass market, c'est plutôt volume et rotation, c'est-à-dire il faut beaucoup de transactions, et en plus une rotation des transactions, donc de l'innovation, plutôt des cycles de vie courts, un renouvellement des transactions et du chiffre d'affaires, etc. Ou alors dans le domaine du luxe, de la marge et des transactions et des rotations, puisque évidemment la marge et le volume sont assez incompatibles au nom de l'élasticité de la demande par les prix. Donc on voit que ces 2 modèles, dans tous les cas, la rotation est importante. Il faut qu'il y ait une rotation des transactions, d'où l'innovation, d'où des cycles de vie courts, d'où ce qu'on a connu notamment dans le domaine du fast fashion, etc. La grande inventivité des acteurs de la mode, d'abord Benetton, on l'oublie, mais aussi ensuite H&M, Zara, Primark, etc., c'est d'avoir transformé des vêtements en aliments,
et donc en avoir fait des fast-moving consumer goods, comme on dit, ce qui a permis d'améliorer la rotation et donc le PNL. Tout ça aujourd'hui, d'abord, se doit d'être géré au plan économique, donc en termes de gestion de la performance, c'est ce qu'on va voir ce matin, mais est aussi confronté à une sorte de dilemme avec les enjeux de RSE, de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. C'est sûr que mon vieux duffel coat acheté il y a 35 ans chez Holdingland Global, qui est toujours quasiment neuf et qui sans doute perdurera 2 ou 3 autres générations, n'est pas le meilleur produit en termes de performance et de rotation. Néanmoins, il est peut-être au plan de la durabilité un élément positif. Donc on voit aujourd'hui ce questionnement, cette dialectique, et nous on aime bien en tant que chercheurs les dialectiques entre d'un côté la question des cycles de vie, des produits, de l'innovation, du raccourcissement, etc. Et de l'autre côté, les enjeux environnementaux. Il y a aujourd'hui des spécialistes qui travaillent sur ces deux dimensions de la gestion des cycles de vie. Nous les recevons ce matin. Avant ça, et c'est la tradition de la chaire, d'autant plus que nous allons terminer par un cadrage, par une brillante chercheuse qui a été présente lors du premier petit déjeuner du commerce 4.0, donc un peu la boucle est bouclée. Bon, c'était pas complètement par hasard, mais je trouve que ça tombait bien d'inviter le docteur Elsa Godard. Elle est docteur en philosophie, psychanalyste, directrice de recherche, brillantissime pour appréhender avec l'œil et la lecture de la philosophie les problématiques contemporaines, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de recadrer ce que nous allons faire après, qui est plus clairement orienté sur le monde des affaires, un cadrage par cette brillante philosophe. Donc je remercie. Alors je sais qu'on a eu quelques petits problèmes techniques, qu'on n'aura pas l'image, qu'on aura le son, mais je remercie Elsa d'être là. Ensuite, nous passerons dans le vif du sujet, sous l'égide de Philippe Lesage de Bearing Point, qui est senior manager et qui est en charge de toutes ces questions de gestion des cycles de vie des produits et des solutions qu'on appelle PLM, Product Life Management, et qui animera, en plus d'assurer un cadrage rigoureux du sujet, animera une discussion avec 2 experts et sachants du monde professionnel que je remercie, enfin du monde des praticiens, parce que ça sous-entend que les académiques ne seraient pas professionnels, que je remercie vivement de leur présence. Monsieur Philippe Serrault, qui est le Chief Information Officer chez Givenchy, qui a mis en place ces techniques, et puis Monsieur Christophe Terret, qui est senior vice-président chez Centric Software, qui est un des gros opérateurs de ces solutions de gestion des cycles de vie. Et puis nous finirons, parce que c'est aussi ça la tradition de la chaire, c'est de servir et de travailler avec l'ensemble des communautés, avec une ex-étudiante, une diplômée de l'ESCP, Léa Orebi, qui est maintenant Product Development et Activation Project Manager chez L'Oréal, et qui a soutenu, il n'y a pas encore très longtemps, un très brillant mémoire sur fast fashion versus durabilité. Et je trouvais que c'était bien de terminer par un travail d'étudiant. Elle présentera rapidement les travaux de son mémoire de recherche qui a été soutenu lors de la dernière promotion, et puis terminer avec elle. Puis comme d'habitude, des questions, des discussions, etc., aussi bien en ligne que dans la salle. Voilà le programme. Je vous laisse immédiatement entre les mains du docteur Elsa Godard pour la vision d'une philosophe et d'une sociologue sur ces questions de durabilité, de cycle de vie, de fast fashion, etc. Bonne matinée. Bonjour à tous. Cher Olivier, je te remercie profondément pour cette belle introduction et pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous, même à distance, ce matin, d'autant que j'ai inauguré le premier petit déjeuner de cette chaire. Je voudrais vous parler en guise de petite introduction d'un passage qui pourrait s'intituler « De l'hyperconsumérisme vers un hypoconsumérisme, création d'une société de la décence ». Pour ce faire, et rapidement, et peut-être un peu pour évoquer le contexte dans lequel s'inscrit ce rapport à l'objet de consommation, faire un petit diagnostic dans un premier temps. Je voudrais revenir sur les principes très généralistes, et ça sera évidemment, je m'en excuse pour le peu de temps qui m'est donné, ça sera superficiel, ça vous donnera en tout cas des matériaux pour penser le contexte, quelques principes de la postmodernité, puis de l'hypermodernité et de la cybermodernité. Alors, on peut retenir que finalement, ce qu'on appelle l'hyperconsumérisme émane dans les années 60, dans un contexte de postmodernité où on retrouve notamment, je vais retenir cela, l'avènement d'une culture du loisir, où très rapidement, dans un contexte capitaliste, l'idée c'est de réussir, d'afficher cette réussite, et c'est de posséder. D'ailleurs, à l'époque, quand j'habitais d'ailleurs non loin de chez vous, dans le 11e, je me souviens, j'allais à la Sorbonne en bus et sur les murs de Paris étaient tagués « Je possède
possède, donc je suis signé des cartes de crédit. On est vraiment dans un rapport de possession où finalement je suis parce que je possède, l'avoir prime sur l'être et le rapport à l'objet est peut-être plus important encore qu'un certain rapport au sujet. Donc cette réussite affichée, cette représentation de cette réussite est quelque chose de fondamental, on l'exhibe et on a les moyens de le faire. Donc ces principes de la postmodernité, où l'idée c'est de jouir sans entrave, c'est de posséder, c'est de développer une culture du bien-être, une culture du bonheur, une culture du loisir, vivre l'instant présent. Toutes ces représentations sont inscrites dans ce que l'on est aujourd'hui et très vite. Alors je m'appuie sur d'ailleurs un professeur de l'ESCP, Nicole Aubert, et puis un de mes amis, Lipovetsky, ces sociologues qui ont théorisé ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'hypermodernité à partir des années 2000. C'est intéressant parce que l'hypermodernité reprend en son sein la définition même de l'hubris. Hyper, ça vient d'hubris, qui en grec, c'est la démesure, l'excès. Qu'est-ce que l'hypermodernité ? Elle va reprendre, embrasser les principes de la postmodernité de manière exacerbée, de manière exagérée, en monte en puissance. Et effectivement, l'hypermodernité va accuser un contexte d'excessivité, de démesure et de nos limites, d'une certaine manière. Que nous apporte de ce point de vue-là la cybermodernité ? Alors, on va ajouter cette notion-là, puisqu'effectivement, la révolution du numérique va nous amener, va reprendre ces idées d'une représentation de soi, d'une représentation de sa réussite, d'un rapport à l'objet, va nous permettre d'afficher cela de manière exponentielle, là encore, via les réseaux sociaux. Et c'est là où on entre dans une société de la transparence, ou encore dans un rapport qu'on pourrait presque souligner d'exhibitionniste, où il s'agit de montrer pour exister, où il s'agit de paraître pour être. Et donc, on rentre dans la course à l'ego trip, au self-branding, à l'auto-promotion de soi, où on devient soi-même un objet que l'on va auto-promouvoir. Le moi devient un objet potentiellement capable de réussite. Donc, on s'affiche d'autant plus quand cela s'inscrit dans un storytelling avec évidemment la volonté de pouvoir accéder à de la notoriété et à une médiatisation. Et je rappelle une fois encore que cela est tout à fait possible via les réseaux sociaux. Alors, on en arrive dans un tel contexte dont je souligne l'importance de la jouissance, de la possession, du rapport à l'objet, de la monstration, de la représentation de soi, de l'exhibition d'une certaine vie, évidemment où on retrouve des critères d'esthétisme, des critères de bonheur, des critères de bien-être, où on a envie finalement de faire envie à l'autre. Et ça, c'est très important. On veut susciter de la jalousie, de l'envie, de l'engouement. Il y a maintenant, à partir de la crise du Covid, on arrive à un point de rupture de cela. Et c'est là où je vais essayer de tenter de comprendre ce qui fait qu'on pourrait passer de l'hyperconsumérisme qu'on connaît aujourd'hui à une forme d'hypoconsumérisme, parce qu'il y a ce point de rupture. Ce point de rupture, c'est la crise du Covid. La crise du Covid, c'est un arrêt brutal qui était absolument inconcevable, avec cette forme de... Alors, il y a eu d'autres conséquences, bien évidemment, mais je m'appuie que là-dessus, à cette forme de consommation. On trouvait même plus de farine, c'est dire le grand écart. On ne pouvait plus consommer comme on avait l'habitude de faire. Ce point de jouissance, ce point de plaisir, ce point de satisfaction, ce point d'exhibition nous était enlevé. Il fallait exister autrement, sur une autre scène, en parlant d'autre chose, en étant autre chose. Et alors, ce qu'on a rencontré dans la crise du Covid, parmi d'autres conséquences, c'est évidemment la fragilité de la vie, le point fondamental de vulnérabilité et le lien à l'autre. C'est-à-dire que cette crise, elle nous a rappelé de manière charnelle, en tapant à nos portes, à l'intérieur de nos foyers, que finalement, on pouvait vivre sans consommer, sans ultra-consommer. On pouvait vivre, mais on ne pouvait pas vivre sans le lien à l'autre, dont nous étions fondamentalement dépendants. Et surtout, c'est charnellement qu'on a vécu la fragilité de la vie. Nos proches pouvaient mourir, on pouvait transmettre le virus. Et là, ça a ouvert une porte, pas d'un point de vue théorique, pas d'un point de vue de l'idée, mais d'un point de vue, je le dis, j'aime bien cette idée d'un point de vue charnel, c'est-à-dire c'est presque physiquement qu'on a pris conscience de cela. On a eu une rencontre avec l'essentiel. Il y a 3 crises pour moi contemporaines qui marquent un point de rupture. C'est la crise écologique,
c'est la crise sanitaire, hein, et c'est évidemment alourdi avec une guerre en Europe dont on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait avoir lieu. Et en fait, c'est la rencontre avec la mort. C'est la rencontre avec la mort, c'est la rencontre avec la tragédie, c'est la rencontre avec un principe de réalité, c'est la rencontre avec le sérieux. Euh, Ça fait des années qu'on tente, et notamment la virtualité nous y a aidés, ça fait des années qu'on tente, on tente de vivre dans une société du divertissement. Je le disais tout à l'heure, où il s'agit de jouir, où il s'agit de chercher du bonheur, où il s'agit de chercher du bien-être. Et finalement, tout ce qui est tragique, tout ce qui est grave, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse, on cherche à l'évacuer. Mais là, finalement, ça s'est rappelé à nous de manière extrêmement violente, extrêmement brutale. Et avec, évidemment, quand on rencontre le tragique, quand on rencontre la part de tragédie de l'existence, quand on fait face à cela et quand ce principe de réalité s'impose, on ne peut plus fermer les yeux. On ne peut plus faire comme si on ignorait. Et ça transforme. Ça transforme nos modes d'être. Ça transforme inéluctablement notre rapport à l'objet. Les conséquences immédiates, c'est ce que je l'ai perçu sur un petit point. J'aime toujours analyser les détails d'une société qui sont des grandes ouvertures pour moi, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, qui sont des grandes ouvertures qui nous laissent envisager des choses, des points de transformation beaucoup plus importants. Je voudrais un tout petit instant m'attarder sur ce qu'on appelle the Great Resignation ou Quiet Quit ou Quiet Quitting. En clair, qu'on peut traduire symboliquement par la grande résignation ou ces modes de démission silencieuse. J'aime beaucoup cette idée. Juste vous rappeler que fin août 2002, le ministère du Travail publie des chiffres sans précédent depuis la crise de 2008. 470 000 personnes en CDI ont démissionné volontairement. 2,7% de la population de travailleurs en CDI. C'est énorme. Cela fait écho en 2021 aux 40 millions de démissions aux USA volontaires. À ce titre-là, c'est plus un mouvement, c'est un symptôme. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une grande résignation. Il est indéniable que notre rapport au travail est de facto notre rapport à la consommation, car c'est indissociable, est en grande transformation. On ne peut pas fermer les yeux. Les entreprises ont une grande problématique d'attractivité. C'est un enjeu majeur. Il y a un refus, il y a un rejet. Et comment ne pas entendre la résignation ou la démission à une certaine forme de vie? Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Cette grande résignation, cette grande démission, c'est quelque chose comme un plus jamais ça qui résonne aux oreilles des jeunes générations qui sont eux-mêmes responsables. Ils sont responsables, la guilt génération. Ils sont responsables de quelque chose qu'ils n'ont pas commis, c'est-à-dire qu'on leur a légué cette problématique écologique, cette question, ce monde dans lequel ils sont enferrés, on leur a légué ce monde-là. Ils en sont devenus responsables. La guilt génération, il faut pas oublier le contexte que j'ai dénommé cela dans mon dernier ouvrage, hein, la culpabilisation sociale. On le voit avec l'écologie. C'est très compliqué d'accéder à une forme de liberté dans un contexte de plus en plus oppressant où les injonctions contradictoires nous empêchent d'agir, nous empêchent de penser. Et ces crises-là en ont été la manifestation la plus emblématique. En clair, de cette vie, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'on fait? On parle aujourd'hui des cycles de l'objet de consommation, des cycles, dans un contexte où on nous demande de recycler en permanence. C'est presque une contradiction. On ne peut plus être dans des cycles d'objets, on est dans des recyclages d'objets, nécessairement. Et on le voit avec le succès du vintage. Olivier parlait de son vieux Duffelcoat, mais il n'a jamais eu autant de valeur, précisément parce qu'il est vieux. Et c'est vraiment dans ce contexte-là aujourd'hui qu'il faut penser les choses. Et c'est pourquoi je pense qu'on en arrive à ce qu'on pourrait appeler, je pense que les jeunes générations vont nous pousser à cela, et d'une certaine manière, je l'espère très fort. On en arrive à ce qu'on pourrait appeler, à ce que j'appelle une société de la décence. Alors, Avishai Margalit, ce sociologue, a écrit La société décente. Malheureusement, pas dans le contexte que je vais vous exposer à l'instant. Pour lui, la société décente, c'est une société qui n'humilie pas, dont les institutions n'humilient pas ses sujets. C'est pas dans ce contexte-là que je l'entends. Pour moi, une société décente dont le rapport à la consommation, c'est une consommation éthique. Qu'est-ce à dire une consommation éthique? Et qu'est-ce que la décence?
la décence s'inscrit et s'impose de manière très emblématique par le respect. Et je crois que c'est le premier point éthique sur lequel il faut s'appuyer. J'en citerai 3. Hein. Le premier point éthique d'une société décente, c'est une société qui respecte l'autre, qui respecte la différence, qui respecte l'environnement, qui respecte la vulnérabilité. Le premier point, c'est le respect. Le deuxième point éthique de cette société décente, c'est à l'encontre, mais je dirais même en rupture, à l'hubris, à l'excès, qui nous donne lieu à des aberrations. Je rappelle que là, je crois que les Jeux Olympiques d'hiver vont être dans le désert en Arabie Saoudite, je crois. Ça peut pas passer. Ça ne peut pas passer, c'est indécent. On ne peut pas culpabiliser les gens à ne pas prendre l'avion, à faire attention à leurs déchets et en même temps autoriser décemment ce genre de choses. C'est de l'indécence, il n'y a pas d'autre mot. C'est une problématique d'indécence. Et contre l'excès, contre l'hubris, contre la démesure, il faut en appeler à la juste mesure. Il faut en appeler à ce que les Grecs, on retrouve chez Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, appellent la mésothèse. Le juste milieu, la juste mesure. Qu'est-ce que la mésothèse? Qu'est-ce que le juste milieu, la juste mesure? C'est de trouver un intermédiaire, un réajustement, un équilibre entre deux excès. Bannir deux excès, l'excès par défaut ou l'excès tout court. Ça va devenir une nécessité. Et la troisième chose, et ça, évidemment, moi qui ai écrit une éthique de la sincérité, on va en revenir à la simplicité. Pourquoi? Parce que la simplicité, simplex, l'un, l'unique. Simplex, c'est la pureté aussi, ce qui s'oppose au complexe. La simplicité est une des clés de l'existence, une des clés du bonheur, non pas entendu dans le monde de consumérisme, mais le bonheur entendu dans un sens philosophique. La simplicité, c'est aussi une des étymologies de la sincérité. La simplicité, ça résonne avec ce qui est naturel. Naturel comme étant simple, comme étant évident, mais comme la nature aussi, évidemment. La simplicité, c'est aussi ce qui se rapporte à la vérité, là où on ne triche pas, parce que le fake, on ne le supporte plus. La simplicité, c'est aussi l'authenticité. Et on en appelle, me semble-t-il, à ces 3 grands axes éthiques que sont le respect, la pratique d'une juste mesure, la mésothèse, et la recherche de la simplicité. Et je crois que je suis convaincue qu'il va nous falloir produire et qu'il va nous différemment parce que l'on va consommer différemment. Et il va y avoir un appel qu'on constate déjà et qui va ne cesser de s'amplifier pour une raison simple, c'est qu'on ne peut plus consommer de la même manière. Il y a une forme de dégoût, il y a une forme de quelque chose de l'ordre de l'insupportable qui se met en place parce qu'il y a un appel très fort à cette décence, parce qu'on devient responsable de cette humanité, parce que chacun devient responsable de cette humanité, parce qu'on a chacun intrinsèquement la responsabilité de l'autre et de son devenir. Et je crois qu'avec les crises que l'on a traversées, qu'on continue à traverser, c'est inscrit dans notre chair. Et je crois que c'est un très beau programme pour l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci, ma chère Elsa, pour ce brillant exposé sur la gestion philosophique de la consommation. Nous allons passer maintenant à la gestion économique des cycles de vie et je laisse tout de suite la parole à M. Terré. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je me balade sur scène, hein, donc c'est pour ça que je prends ce micro. Alors, dites-moi, il n'y a pas de tarifs différents comme à l'opéra selon les positions, là, c'est ça, hein. Là, vous êtes... c'est plus cher ici, non? Non, c'est mieux, c'est bon, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai été très inspiré par la présentation d'Elsa, que j'ai trouvé vraiment à même de remettre en place certains enjeux et de recentrer le débat sur la nature profonde de notre espèce. Alors, je vais pas refaire ce qu'elle a fait, j'en suis bien incapable. Donc, je vais vous donner effectivement, comme le disait Olivier, la dimension économique du PLM, et je vais surtout essayer de vous expliquer, merci, comment le PLM. Alors, est-ce que c'est une notion qui vous parle, le PLM, l'acronyme PLM, tout le monde maîtrise ou pas? Levez la main, que je vois à peu près le 1, 2, 3, d'accord. On a un bon 10%. Bon. Alors,
Déjà, pour me présenter, je m'occupe chez Centric Software, qui est un acteur dans le domaine du PLM, de deux choses. Déjà, je m'occupe de développer nos opérations commerciales en Europe. Et j'ai l'honneur pour ça de servir certains clients comme Givenchy, ici présent, par son DSI. Et je m'occupe également des nouveaux marchés. Et je l'évoquerai tout à l'heure, puisque Centric est un acteur qui intervient dans le domaine essentiellement du textile à la base, au cœur de certains enjeux environnementaux, on va le voir. Et puis, on a également fait une diversification récente dans le domaine de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Et là encore, on retrouve les mêmes enjeux environnementaux qui sont une montagne devant nous. Et je vais vous expliquer comment le PLM peut aider à cela. Alors, avant de commencer le propos, de manière liminaire, qu'est-ce que le PLM? En anglais, PLM, ça veut dire Product Lifecycle Management, gestion du cycle de vie produit. Moi, j'ai 52 ans, j'ai commencé quasiment ma carrière dans le PLM. Et à l'époque, je travaillais pour un grand acteur dans le domaine qui faisait de la CAO 3D, de la conception assistée par ordinateur dans le domaine mécanique, où en fait, il s'agissait simplement de répondre à des enjeux de productivité sur la conception de produits comme des avions, des voitures et autres objets, qu'on qualifiait à l'époque d'objets à long cycle de vie. Un cycle de développement d'un avion, c'est plusieurs dizaines d'années, et un cycle d'exploitation, un cycle de vie d'un avion, c'est presque 50, voire 60 ans. Il y a encore des DC-3 qui volent aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse. C'est des avions qui ont presque 80 ans maintenant. Donc, on est sur des cycles très longs et le PLM est né là-dedans. À la base, c'était une technologie qui a été mise en place pour gérer l'ensemble des informations liées à des cycles de développement produit très longs. Vous allez me dire, mais ça a à voir quoi avec qu'est-ce que ça a à voir avec le retail? Pas grand-chose. Et c'est pour ça que Centric est un acteur qui est légitime dans le domaine, parce que on a pu effectivement nous s'inscrire dans une démarche où on est devenu l'acteur de référence et unique quasiment dans le domaine du cycle de développement produit adapté au retail. Je vous passe une petite vidéo pour vous expliquer le propos que je viens d'avoir concernant ce qu'est le Product Lifecycle Management. Essentially, Centric is just a huge database. It contains all the information that we have: colors, sizes, weights, all the technical information about the product. But what Centric does, it represents all this information to you visually in an intuitive interface, kind of like you merge an Excel spreadsheet and a web page. Put that together, that's Centric. I see the PLM as a front-end ERP, right? So when you look at it from a typical standard, everybody thinks ERP is where you keep all of your data, all of your operations, all of your accounting. But nobody's really thought of it from that front end. And really, a product lifecycle management isn't just a place where you do your product development and your design and your costing. It's really the start of the entire process. Now we're not only able to share information, but also to share them to a certain level and to control which information we want to share with the suppliers and which one we don't want to share with the suppliers. Un Product Lifecycle Management Software para mí es la parte fundamental de tener controlado todo tu proceso creativo y de llegar con los productos adecuados al mercado. Nos ayuda a coordinar todos los procesos y actividades dentro del departamento de diseño y desarrollo. If I was to describe a PLM system to someone who'd never met one, I would say it was a checklist to make sure that you've got everything right and you know exactly all you need to know about your product. PLM is a data management system that companies use to track every product from the concept phase into production. That's where the product originates, that's where it lives, that's where we hold our factory information, we communicate that to our factories, we communicate information from PLM to our customers. It's pretty much the heart and soul of where we house all our information. E ci aiuta nello sviluppo del prodotto dalla fase di versione del prodotto fino alla fase di arrivo sul punto vendita. PLM to me is kind of just a one-stop shop where I can put everything I need for development into one site. I don't have to have a million extra Excel documents. I don't have to go back into emails to look for information.
The biggest way that Centric software has helped us in the way we do our work every day is it gives us peace of mind that we know where the information is, we know where we're at on projects. Voilà, donc quelques exemples de réalisation chez certains clients de chez Centric. Le but n'étant pas de faire une auto-promotion de Centric, mais de vous expliquer, enfin d'utiliser ce qu'on fait pour illustrer le propos. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur américain, mais 100% filiale d'un éditeur français bien connu qui s'appelle Dassault Systèmes. Et on est spécialisé dans le PLM, qui pour vous n'a plein temps plus de secret, dans le domaine du retail, de la mode, du luxe, des produits de grande consommation, de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Et vous allez voir qu'il y a des points communs entre toutes ces industries que le PLM sert. On est un acteur de la Silicon Valley, à peu près avec 500 personnes. Je pense pas que ça soit très intéressant d'insister là-dessus. Alors, ça, c'est intéressant en revanche. Ça, ce sont les problématiques auxquelles nos clients ont à faire face. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les acteurs du luxe, de la mode, sont engagés dans une globalisation de leurs activités, dans une très forte saisonnalité et dans un contexte aujourd'hui où on raisonne plus à ressources infinies. C'est-à-dire que quand vous achetez un sac chez Givenchy, en l'occurrence, qui fait des sacs magnifiques, mais pas que, ce que vous payez, c'est le travail du façonnier. D'accord ? C'est le travail humain qui a servi à transformer la matière première en produit final. Mais vous ne payez jamais dans le prix du sac la matière première en elle-même. Personne ne paye la vache. Personne ne paye le prix que la nature a mis des milliards d'années à nous donner, à fournir la matière qui a permis de faire le sac. Ça, c'est une originalité, enfin c'est une particularité. On est dans un processus économique maintenant chez les acteurs du luxe où on se préoccupe de la ressource. Aujourd'hui, l'une des difficultés qu'ont les acteurs du luxe, pour ceux d'entre eux qui font du cuir, c'est de trouver du cuir. La matière première en elle-même n'est pas infinie. Donc il faut trouver des moyens de faire du cuir ou de trouver des matériaux de substitution pour faire du cuir, donc pour remplacer le cuir. Donc on en reparlera juste après sur les enjeux environnementaux. Donc globalisation, notion de saisonnalité très importante dans un contexte de raréfaction des ressources. Et donc les acteurs du luxe et de la mode et du retail en général ont à faire face à ces enjeux. Comment font-ils face à ces enjeux d'un point de vue des outils ? En général, ils le font avec Excel. Un outil que vous avez tous manipulé, chez d'entre vous, et vous connaissez les avantages d'Excel et les quelques inconvénients. L'avantage, c'est que c'est très facile à utiliser, globalement. L'inconvénient, c'est que c'est pas du tout un outil fait pour collaborer. C'est-à-dire que quand vous rentrez une information dans une feuille Excel, si vous avez un collègue qui rentre une information dans une feuille Excel à côté, vous ne savez pas du tout ce qu'il est en train de rentrer comme information et vous ne savez pas du tout si les informations que vous rentrez, que ce soit une information de coût, une information de matière, sont cohérentes entre elles. Donc le résultat de ça, c'est ce qu'on appelle le chaos créatif. Ce que vous avez là sur ce petit slide-là, c'est l'illustration de ce à quoi nos clients ont à faire face quand ils n'utilisent pas un outil PLM. Donc c'est une succession d'informations qui sont capturées dans des supports très différents, complètement en rupture, et les gens passent leur temps en réunion. Je schématise un peu. Les gens passent leur temps en réunion pour comprendre ce que la personne du marketing a voulu faire, ce que la personne des achats a voulu faire, ce que la personne de la production a voulu faire. Et elles sont incapables de le faire de manière collaborative avec des outils modernes. Donc elles passent leur temps à essayer de se parler, à essayer de se comprendre. Alors, les gains que vont apporter le PLM dans ce processus-là, c'est, vous l'avez compris, le fait de rendre le processus de développement produit collaboratif. Quand je rentre une information dans un outil comme le nôtre, je sais au niveau du marketing, les achats savent exactement ce qui était rentré dans l'outil, savent exactement l'information qu'il faut utiliser pour faire leur travail, et bien sûr, tout ça est mis à jour en temps réel. C'est assez simple comme gain, mais c'est énorme dans le gain en termes de qualité, en temps de mise sur le marché et surtout en termes d'économie, de productivité pour éviter que les gens passent leur temps à essayer de comprendre ce que chacun fait à côté de lui. Donc ce sont les principaux avantages du PLM. Donc après il y a des gains essentiellement
en termes de standardisation des processus. Alors, il y en a un qui est méconnu, mais qui va peut-être vous intéresser, c'est qu'on a à faire face, et Elsa en parlait tout à l'heure, j'étais très intéressé de voir qu'il y a 2%, je crois déjà, de la force de la population active qui a démissionné. Alors, c'est particulièrement, je trouve, révélateur, mais on a affaire à un autre phénomène, c'est qu'on a un vieillissement des populations qui ont le savoir. On est maintenant à la 2e génération des gens qui ont le savoir, notamment dans les entreprises de luxe. Imaginez un processus de créatif et de fabrication d'un sac. C'est extrêmement élaboré. Et sans aller sur un sac, si je pense à cette bête veste là qui m'a été offerte par ma fille à Noël, il y a à peu près 400 opérations là, pour faire une veste comme ça. Il y a un savoir-faire. Les gens qui ont ce savoir-faire, où est-ce qu'on capture ce savoir-faire? Dans leur tête. Quand ils partent à la retraite, ce savoir-faire, il faut l'avoir transmis. S'il n'y a pas un plan de transmission, s'il n'y a pas un plan d'accompagnement du changement, on n'y arrive pas. Et quel est le support de capture de ce savoir-faire? Ça peut pas être une feuille Excel, quoi. Donc, il faut avoir un outil qui permette de capturer, de cristalliser les savoirs. Et ça aussi, c'est l'un des intérêts du PLM, la capacité à capturer les savoirs et les processus pour permettre de les transmettre à la génération suivante dans l'entreprise. Alors ça, c'est des gains qui sont un peu plus visibles et un peu plus immédiats. Donc, en gros, pour résumer, accélération des temps de mise sur le marché. Vous comprenez bien que dans un domaine qui est très controversé actuellement, qu'on appelle la mode éphémère. Il faut que je dise la mode éphémère, il ne faut pas dire que je fast fashion. Une fois que j'ai dit fast fashion, je me suis fait reprendre, on m'a dit que c'était pas correct, c'est la mode éphémère. Donc imaginez, la mode éphémère, c'est Zara, c'est 52 saisons par an. D'accord? On ne parle pas de 2 saisons ou de 4 saisons, automne, hiver, machin. Non, on parle de 52 saisons. Toutes les semaines, il y a un nouveau produit. Donc si vous êtes en retard, si vous pouvez en tout cas gagner sur les temps de mise sur le marché, c'est très intéressant pour capturer d'autres parts de marché. C'est effectivement la capacité à atteindre des revenus plus importants. Clairement, si vous arrivez sur le marché suffisamment tôt, vous arrivez probablement à capturer une part de marché ou un chiffre d'affaires suffisant. C'est la réduction des coûts également, puisque imaginez, grâce au PLM, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben c'est juste le retour qui est pas d'accord. Grâce au PLM, en fait, vous avez la capacité à faire moins de prototypes. Et là, Denis pourra vous en parler tout à l'heure. C'est une accélération de la productivité individuelle. Les gens sont plus efficaces à faire ce qu'ils font. Le dernier élément qui est nouveau, c'est qui a entendu parler de la loi AGEC? C'est bien. Pas grand monde. Les autres sont peut-être pas réveillés, mais AGEC, c'est loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, c'est une loi qui va concerner tous les acteurs de la filière de la mode et du luxe, qui va se mettre en place progressivement et qui va qui va forcer et contraindre les acteurs du luxe et de la mode à afficher très clairement leur taux de recyclabilité de leurs produits, à donner plus d'informations aux consommateurs, en permettant aux consommateurs d'avoir, un peu comme les Nutri-Score, quand vous allez vous goinfrer avec du Nutella ou des gaufrettes pleines d'acides gras saturés, là, vous avez un Nutri-Score D ou E. Et ben, il y aura l'équivalent d'un score éco-label sur des produits maintenant de luxe ou de la mode. Voilà. Donc ça, c'est ce que la loi AGEC va contraindre les acteurs à fournir. Et alors là, on a un gigantesque problème. Parce que comment est-ce qu'on est capable de tracer le caractère plus ou moins éco-responsable d'un produit? Imaginez la chose suivante. Vous prenez un truc qu'on porte tous, un sous-vêtement. Enfin, j'espère. Un sous-vêtement. Un sous-vêtement, c'est fabriqué en général avec du coton, c'est fabriqué avec de l'élastane, c'est fabriqué un peu avec du polyester, et c'est fabriqué pas en France en général. C'est fabriqué dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. La matière première, elle vient de différentes sources. Alors, on va se dire, on va être bioéquitable, on va faire une matière, on va prendre un coton bio. Très bien. Sauf qu'entre un coton bio qui est cultivé dans la vallée du Pendjab, en Inde, et un coton bio qui vient de la Turquie, le score d'éco-responsabilité n'est pas du tout le même. Il y en a un qui est très impactant, malgré le fait qu'il soit bio, cultivé sans pesticides, sur l'écosystème local, parce qu'il y a une eutrophisation des sols, parce qu'il y a un appauvrissement en eau, etc. Et puis il y en a un autre qui est beaucoup plus vertueux.
Donc, vous voyez, la nuance, c'est compliqué parce que sur un même coton bio, on se dit, bah, j'ai fait mon devoir citoyen, j'ai pris un coton bio. Ah, mais c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui détruit l'environnement et l'autre qui est un peu plus vertueux. Donc, voilà. Donc, Centric, le PLM permet en tout cas de capturer un certain nombre d'aspects de l'économie, en termes d'éco-responsabilité. Donc, le PLM, pour faire court, va être capable de créer des scores d'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, sur tel produit, on a un score d'éco-responsabilité de temps, parce qu'on est capable de maîtriser toute la chaîne, depuis le fournisseur de coton ou de matière, jusqu'à la production, en passant par le prototype, etc. Ça, c'est la nouveauté. Et c'est ce que la loi AGEC va forcer les acteurs du luxe à devoir faire, et le PLM va permettre de le faire. Je fais vite là-dessus, parce que je crois qu'on est un peu pris par le temps. En fait, il y a... Dans la loi AGEC dont je parlais, il y a 4 principes fondamentaux. Le premier, c'est de se débarrasser du plastique, en gros. Le deuxième, c'est d'assurer une traçabilité, une transparence des approvisionnements. C'est ce que j'évoquais juste avant. Le troisième, c'est de combattre le gaspillage et de favoriser l'économie du recyclage, en fait. Et le dernier, c'est une production plus inclusive, s'assurer qu'on n'utilise pas de la main-d'œuvre, par exemple, d'enfants de 5 ans qui cousent des machins, quoi. Voilà, très clairement. Ce qui est pas du tout, entre parenthèses, un fantasme, hein. C'est la réalité des pays à bas coût de production encore aujourd'hui, hein. Voilà, donc les 5 piliers qu'on supporte effectivement dans le PLM, c'est vraiment la capacité à mesurer l'empreinte carbone, mais pas que. Ça, on sait assez bien le faire maintenant. C'est aussi la capacité à gérer les emballages, c'est la capacité à assurer la traçabilité, c'est la capacité à assurer une économie circulaire, et enfin, c'est la dimension sociétale et la capacité à éviter que des main-d'œuvre pas du tout qualifiées ou adaptées soient utilisées. Voilà, donc PLM, pour résumer, outil qui permettait jusqu'à présent d'assurer des gains de productivité en termes de temps de mise sur le marché, de réduction des coûts et d'augmentation de la qualité. Outil maintenant qui permet également d'assurer la traçabilité, les scores d'éco-responsabilité et de prendre, on l'espère, pour les entreprises qui sont concernées, c'est-à-dire toutes à terme, en 2024 du domaine, des décisions en termes de lancement de produits, sous réserve que ces produits aient un score d'éco-responsabilité suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société de luxe demain pourra décider de ne pas lancer un produit parce que le score d'éco-responsabilité est plus acceptable. Ça, c'est dans l'émergence des consciences des industriels, hein. Ça fait partie de la conscience dont on les a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, merci beaucoup Christophe pour cette présentation de ce qu'est le PLM. Je vais peut-être aller un peu plus loin dans les bénéfices qu'apporte le PLM et pour commencer aussi revenir sur les facteurs de complexité qui poussent les entreprises à se lancer dans la mise en place d'une solution PLM. Alors, ils sont au nombre de 4. On les a regroupés en 4 facteurs de complexité. Le premier, c'est donc un large écosystème d'acteurs, de partenaires, avec de nombreux intervenants qui peuvent être aussi bien internes à l'entreprise qu'externes. On les a cités, hein, des créateurs, des designers, des acheteurs, des financiers. On va y revenir un tout petit peu dans le détail. Deuxième élément, c'est la diversité des informations autour du produit tout au long du cycle de vie, que ce soit sur les composants, la cité sur les matières, avec de nouvelles informations qui sont nécessaires sur la qualité environnementale, par exemple, ou des exigences techniques ou réglementaires. On a le troisième élément de complexité, le troisième facteur, qui est la diversité des formats de données dans lesquels sont stockées les données. Alors, beaucoup d'usages d'Excel, de PowerPoint, des PDF, des visuels. On va le voir qu'il y a énormément de supports différents, ce qui crée une vraie complexité pour pouvoir gérer cette information dans ces formats différents. Et puis, dernier point, on l'a vu avec l'exemple sur la loi AGEC, mais il y a d'autres éléments comme les brevets qui sont le corpus d'éléments réglementaires à prendre en compte et avec lesquels il faut être conforme.
Alors, pour être le plus pédagogue possible, on a essayé de représenter de manière simplifiée ce qu'est un cycle de vie produit, depuis l'analyse marché, la définition du plan de collection, jusqu'au lancement de produit. Et on a été un peu plus vite sur la dernière partie, qui est la fin du cycle de vie produit, mais qui, on le voit, est sujet à beaucoup d'évolutions, notamment sur des aspects de recyclage, de donation, ce qu'impose la loi GEC, on n'a plus le droit de détruire, ou des éléments d'upcycling, la location ou l'abonnement, qui sont des nouveaux modèles d'affaires. Voilà un petit peu le point, sachant que c'est encore une fois simplifié ce cycle de vie produit. Il faut imaginer qu'on a plusieurs cycles de vie produit en fonction des catégories de produits. Donc, si je parle des sous-vêtements, que ce soit les chaussures ou la maroquinerie, on va dupliquer en quelque sorte ce cycle de vie produit. Alors, premier élément de complexité, comme on l'a vu, c'est la diversité des acteurs. Donc, on l'a cité, il y a des équipes de création qui interviennent, de développement produit, au niveau du marketing, des aspects techniques à prendre en compte, des agences créatives, la finance, les achats, les laboratoires qualité qui prennent une place de plus en plus importante, le merchandising, énormément d'acteurs qui peuvent être donc à la fois internes, externes, situés à des endroits potentiellement différents du globe. Et donc, tous ces acteurs, il faut les animer, faire en sorte que chacun puisse alimenter en information produit au moment où c'est pertinent et que les autres puissent bénéficier de cette information produit et, si possible, en temps réel, en tout cas, selon un planning qui va être commun. Deuxième élément de complexité, on l'a cité, ce sont la diversité d'informations produits. Donc, tout au long du cycle de vie produit, chacun va amener des informations autour du produit, des informations d'ordre financier, de costing, de prix de revient, des informations marketing pour mettre en avant le produit, des informations techniques sur le produit. On parlait de 400 opérations pour une veste, des informations logistiques, des informations sur la composition des matières, des informations sur la production, sur les tests qualité, le réglementaire. Donc, on voit énormément de complexité liée à la gestion de ces informations. Et l'enjeu consiste à pouvoir centraliser ces informations, garantir la pertinence et la cohérence de ces informations tout au long du cycle de vie produit. On a également donc la diversité des formats de données. On l'a cité, des Excel, Word, PowerPoint, des mails, des vidéos, des photos, des dessins, des conceptions, des designs en 3D, en 2D. Donc, tous ces éléments, ça représente des formats très diversifiés qui convient de savoir gérer pour pouvoir extraire l'information de là où c'est stocké et puis stocker également le document puisque c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a aussi beaucoup d'usage du mail entre les différents acteurs, évidemment. Et puis, on l'a cité également, le dernier point, le quatrième point, c'est les sujets réglementaires. On l'a vu sur tout ce qui tourne autour du brevet, de la conformité aux lois, la conformité aussi locale. Tous les produits sont distribués dans un certain nombre de pays qui promeuvent leurs propres lois et qui nécessitent de s'y conformer. Donc, on imagine bien la complexité de gérer l'ensemble des informations au niveau de l'ensemble des pays et d'être capable de distribuer ces produits tout en étant compliant avec ces lois. Alors voilà les éléments de complexité qui poussent ces entreprises à se doter d'un PLM. Comment est-ce que je vais rendre cette complexité simple grâce à l'usage d'un PLM et quels bénéfices je vais pouvoir tirer de la mise en place de ces PLM. Donc en termes qualitatifs, on peut retenir 4 principaux bénéfices. Une meilleure performance, une meilleure agilité, une capacité à réagir aux besoins des consommateurs qui vont évoluer, aux éléments réglementaires, une visibilité donc sur le processus de bout en bout pour l'ensemble des acteurs, de la cohérence en termes d'information et d'information produit, et puis de la meilleure efficacité évidemment pour l'ensemble des personnes qui vont pouvoir travailler sur des tâches à valeur plus ajoutée que juste réconcilier un certain nombre de fichiers Excel. Alors, on a ici aussi voulu mettre en évidence des verbatim, en tout cas des témoignages clients
qui témoignent justement des bénéfices qu'ils ont pu obtenir. Alors, on parlait de performance et d'agilité, hein, c'est une meilleure adaptation aux besoins du marché, que ce soit en termes de besoins de consommateurs, comme on l'a évoqué, sur les aspects de développement durable, ou que ce soit pour se conformer aux évolutions de la réglementation. Ça va permettre aussi un délai de mise en marché beaucoup plus réduit et donc une meilleure performance dans le développement des produits. Et puis, ça va permettre aussi de gérer différentes lignes de produits avec différents cycles de production. Certains produits peuvent prendre des années à être conçus et développés, et d'autres vont être sur des cycles beaucoup plus courts. Donc là, on a une meilleure agilité, une meilleure performance qui est apportée par le PLM. On a aussi donc une meilleure visibilité sur l'ensemble des activités des uns et des autres, sur l'ensemble du cycle de vie produit, hein, de la création du produit jusqu'à son lancement. On peut prendre en compte les changements qu'un interlocuteur va effectuer sur le produit ou sur une information produit, et ceci presque en temps réel. Et on imagine le bénéfice que ça peut avoir quand on a des acteurs qui sont répartis au niveau mondial et qui interviennent chacun sur le cycle de vie produit. Ça va permettre également donc une meilleure cohérence de l'information. On a au sein du PLM un point central unifié qui stocke la dernière version des informations et l'historique des informations. C'est également des règles de gestion qui permettent de s'assurer de la qualité des données, et c'est un enjeu extrêmement fort quand on présente les données auprès des consommateurs finaux, s'assurer aussi de sa complétude, et puis de pouvoir, si besoin est, gérer les informations en temps réel. Et puis enfin, donc, quatrième élément en termes de bénéfices qualitatifs, ça permet d'avoir une meilleure efficacité opérationnelle, donc en facilitant la gestion des données et la documentation associée, évidemment, en permettant à chacun de pouvoir échanger les données, quelle que soit la localisation, en cassant les silos organisationnels, en outillant les processus et en permettant aux acteurs de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et non plus sur réconcilier les données, comme j'indiquais tout à l'heure. Alors ça, ce sont les éléments en termes de bénéfices qualitatifs, mais on l'a aussi en lien avec ce que disait Christophe, hein, des bénéfices quantitatifs, du time to market qui est réduit de l'ordre de 38%, donc c'est quand même quelque chose de très significatif. Ça, ce sont des chiffres qui sont extraits d'une étude Gartner sur le sujet. La production qui est améliorée, hein, de l'ordre de 66%. Vous vous rendez compte des gains en termes d'efficacité lorsqu'on est sur ce type de ratio. Des coûts qui sont réduits aussi de l'ordre de 30%, de 25%. Un bénéfice de ce point de vue-là, et puis une marge à peu près du même acabit qui est augmentée de l'ordre de 21%. Alors là aussi, quelques exemples de clients qui témoignent de ces bénéfices quantitatifs. Donc on a par exemple Ackermans, qui est une société de prêt-à-porter sud-africaine, qui exprime que elle est passée de 2 jours pour constituer une offre à 2 heures. Donc on voit là le facteur exponentiel. On a également, donc en termes de productivité, Superdry, qui est une société aussi de prêt-à-porter anglaise, qui exprime donc une amélioration de son notif. Alors c'est le on time in full, c'est-à-dire la fréquence à laquelle le client reçoit ce qu'il désire en temps voulu, donc qui a été amélioré de près de 20 points. Donc on est presque sur du 100% ici en termes d'amélioration. Au niveau de la réduction de coûts et d'augmentation des marges, on a Guess qui exprime que elle a augmenté de 50% sa marge opérationnelle. Donc là encore quelque chose d'assez significatif. Et enfin, on a Studio F qui exprime que chaque année, ils sont en mesure d'augmenter de 100% l'offre de produits qu'ils vont être amenés à traiter. Donc, on voit le côté scalable aussi de la solution et effectif quasiment constant, d'être en mesure de gérer le double du catalogue produit, c'est quand même une sacrée performance. Voilà, donc c'est quelques exemples qui démontrent la capacité qu'un outil PLM a, on va dire en termes de bénéfices qualitatifs ou de bénéfices quantitatifs. Ça permet de gérer une complexité et de le rendre relativement simple. Alors évidemment, la mise en place d'un projet PLM, c'est quelque chose qui peut être, qui représente un certain coût, qui est en soi
compliqué, mais qui va permettre quand même de simplifier énormément la vie de l'ensemble de ces acteurs et de pouvoir aller dans un niveau de maturité qui soit vraiment beaucoup plus important. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention. Merci à tous. Alors maintenant, notre présidente va animer une discussion et je remercie M. Siro vivement d'être parmi nous. Vous êtes le Chief Information Manager chez Givenchy et vous avez mis, on a beaucoup parlé du luxe tout à l'heure, effectivement, et je crois que l'exemple, le secteur est très intéressant. Vous allez pouvoir témoigner de ces enjeux. Alors, merci Olivier. Donc effectivement, troisième et dernière séquence de la table du petit déjeuner de ce jour, donc une table ronde. Donc Denis, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Donc Olivier vous a présenté rapidement. Donc vous êtes le directeur des systèmes d'information de la maison Givenchy qui appartient au groupe LVMH. Alors peut-être pour introduire cette table ronde, peut-être pourriez-vous présenter votre parcours et puis évidemment les contours du programme PLM que vous avez conduit chez Givenchy. Tout d'abord, merci de m'avoir invité ce matin. Je me faisais la réflexion en sortant du métro tout à l'heure que Paris n'a pas trop changé. J'étais à l'école pas très loin d'ici, rue Saint-Ambroise. On était un petit peu compétiteurs ici. Paris n'a pas changé, mais le monde a changé. Bon, moi, j'ai commencé dans l'industrie lourde, enfin de semi-transformation dans les emballages métalliques. Et c'est là que j'ai appris à avoir une gestion très serrée. Quand vous êtes dans l'industrie, vous êtes obligé d'avoir des marges sous contrôle. Et quand vous avez 5 centimes de francs de marge par emballage, vous êtes obligé de faire très attention. Ça m'a formé. Ensuite, j'ai fait du consulting. Et ensuite, j'ai été recruté tout à fait par accident dans le groupe LVMH, chez Parfums Givenchy, où j'ai commencé ma carrière dans le groupe. Après, j'ai été dans les montres et joailleries, dans la mode, chez Vuitton. Et de retour dans la division mode et maroquinerie chez Givenchy. Alors pourquoi Givenchy a fait appel à moi? C'est parce que j'avais une réputation de mettre en place des systèmes de back-office, j'aime pas trop le terme, mais ce qu'on appelle les fondations d'un système d'information solide et récupérer des projets qui étaient irrattrapables pour beaucoup. Voilà. Donc, chez Givenchy, j'ai commencé comme ça. Ensuite, on a monté un énorme projet ERP avec SAP dans les parfums, qui existe toujours d'ailleurs. On appelle ça les systèmes d'information des parfums et cosmétiques. Donc ça, c'était il y a 22 ans. Oui. Et dans les montres, j'ai fait pareil et ainsi de suite. Et pourquoi j'ai été recruté alors, j'ai été DSI de la branche mode et maroquinerie. À la suite d'une séparation qu'on a voulu entre Louis Vuitton et toutes les autres marques fashion du groupe. Parce que Louis Vuitton était devenue une très grosse marque, elle est encore beaucoup plus grosse aujourd'hui, mais elle avait une vocation de développer sa marque et non pas de supporter les autres marques. Et donc, ma mission était de séparer Louis Vuitton et Givenchy, Céline, Kenzo, Loewe, etc., des autres marques. Et à cette occasion, on a construit des back-office, on a mis une roadmap stratégique en place, etc. La crise est arrivée en 2009, comme vous le savez. Donc, les enjeux étaient un peu différents. Ma mission a été changée. Donc, Louis Vuitton m'a demandé de les rejoindre dans l'opérationnel, en supply chain. Et je me suis occupé de tout ce qui était référentiel, des prix, des douanes, enfin, tous les trucs qui emmerdent tout le monde, en fait. Mais qui sont le dernier élément de la supply chain avant l'expédition. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de prix, un container, il ne peut pas partir. Et donc, quand vous avez un container rempli de sacs never full, à Singapour, c'est un peu compliqué. Quand vous distribuez des produits exotiques qui n'arrivent pas à New York parce que New York vous a blacklisté, parce que vous n'avez pas été capable d'avoir des process solides, c'est un peu dangereux. Et quand vous avez la menace des autorités américaines de supprimer la licence de distribution de Vuitton aux États-Unis, on fait ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai transposé un peu ce que je savais faire dans les systèmes d'information du côté opérationnel. Et on a relancé les produits exotiques. J'ai travaillé avec les autorités françaises, avec les douanes, etc. Voilà, bon, au bout de quelques années, c'est sympa, Vuitton, mais on a envie de construire encore de nouveau. Donc Givenchy est venu me chercher parce que Givenchy est une société qui a quintuplé en l'espace de 4 ans.
Moi, je l'avais quitté en 2010, je l'ai récupéré en 2015, quintuplé. Un peu plus que quintuplé. Et donc, l'enjeu de la maison, de la direction à l'époque, était de solidifier les process opérationnels, de maîtriser le time to market, vous en avez parlé, donc l'OTIF, etc. Et bien entendu, d'abord la marge. Donc, restaurer un enjeu de marge important. Bon, je ne vais pas vous donner de chiffres confidentiels parce que c'est pas la place. Et donc, un des premiers sujets a été de mettre tout le monde d'accord sur une roadmap stratégique qui accompagnerait la croissance de la maison. On a été dans une mode terrible du digital, vous l'avez tous connu, la transfo digitale, etc. Enfin, il faut être agile et compagnie. Mais on oublie quand même qu'en dessous, il y a des process qui doivent tourner, qui doivent être solides. Et il n'y avait rien de tout ça. Donc, on voulait construire un site internet, mais sans avoir un référentiel correct, avec des prix corrects et avec des niveaux de marge corrects. Donc, j'ai convaincu le CODIR de lancer un premier projet qui était d'attaquer d'abord la première brique du cycle de vie, qui est le développement produit. Voilà, donc dans la mode, en fait, vous avez, c'est très long, hein, mais c'est très court aussi, vous avez plein d'étapes. Vous avez d'abord le sketch, où vous avez les designers qui s'amusent à faire les croquis, etc. Et chez nos designers, c'est le maître du temps. Hein, voilà. On vient d'y passer, là, on a fait un défilé dimanche, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, bon. Si. Pour la prochaine collection Spring Summer, donc qui arrivera en magasin en décembre. Donc, vous voyez, les cycles de vie sont très courts. Donc, l'enjeu, c'est chez Givenchy, mais ailleurs aussi. Bon, on n'est pas dans le lead time d'un avion, hein, mais il n'empêche que l'enjeu, c'est de convaincre tout le monde qu'il faut faire rentrer des ballons dans des carrés. Donc, on part d'un sketch à quelque chose d'opérationnel, c'est-à-dire on doit être capable de faire une nomenclature produit à partir d'un sketch. Et ça, c'est le boulot des développeurs. Une nomenclature produit, donc c'est quoi? C'est toutes les parties constitutives d'un sac ou d'une veste ou d'un accessoire, d'une cravate, etc. Et à partir de là, vous en estimez un coût. Donc, il y a la notion de matière, il y a la notion de main-d'œuvre, etc. Donc, nous, on a un mix de façonniers et de producteurs à qui on commande des sacs en négoce, ou des produits en négoce, tout simplement. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver très vite à une présentation de collection qui soit montrable et qui ait des marges. Donc là, par exemple, on est mercredi, on ouvre ce qu'on appelle une buying session, c'est-à-dire que nos clients retailers viennent voir notre collection et l'acheter, et notre réseau interne retail vient aussi regarder la collection et faire des paris d'achat. D'accord ? Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le truc parce que sinon on décortique tout le process. Et donc c'est un point important pour nous, c'est-à-dire hier soir, mardi soir, toute la collection était prête et tous les prix étaient prêts. Alors, comment on est arrivé là? Ça fait 5 ans qu'on a implémenté le PLM. Quand je suis arrivé, c'est simple, il y a 50% de la collection qui était prête uniquement en buying session. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'avait que 50% de la collection à présenter, c'est dramatique. Donc après, il se passe 5 jours pendant lesquels on peut rattraper le truc, mais c'est compliqué. Alors, on va me dire que c'est pas le PLM qui a amélioré tout ça. Il y a plein de gens, des créateurs, etc., qui vont vous dire ça. Mais il n'empêche que ça permet aussi d'absorber le manque de structuration d'une population qui travaille dans le chaos créatif. C'est-à-dire qu'un designer, il vient 5 jours avant le défilé, 5 jours avant la présentation de la collection et il casse tout. Voilà. Donc, il faut aussi absorber ça. Et donc, un PLM permet aussi de réagir très, très vite. Parce que les formes de base sont là, les matières sont là, les idées sont là. Et donc, ce qui nous a sauvés, c'est vraiment, et j'ai pas peur de le dire, c'est le PLM. Enfin, sauver, ça nous a permis d'accélérer. Donc, aujourd'hui, on présente une qualité de collection à 100%, avec des prix qui sont 100% prêts. Alors après, il y a des régions qui vont se battre sur les États-Unis, le Japon. Oui, le prix psychologique n'est pas le bon, il faut le modifier, etc., etc. Donc, le PLM nous a permis d'arriver là. Et quand vous gagnez 2 à 3 semaines de lead time sur la totalité de la collection, ça vous garantit aussi d'arriver à l'heure, on time, sur l'ouverture des ventes
avec les produits qui sont fabriqués. Donc, on a gagné. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. On a travaillé avec Centric avec la suite après le développement, qui est la mise en scène de la collection, etc. Donc, on a encore gagné du lead time. Mais si vous gagnez 1 à 2 semaines de lead time sur la présentation de la collection en magasin, c'est autant de temps que vous gagnez à vendre des produits à 100% du prix. Vous savez qu'un produit, ça se présente à peu près 3 mois. Et 1 mois avant la fin d'une saison, vous soldez. Donc, le plus de produits vous avez à 100%, le plus de marge vous faites. C'est ça l'enjeu. Donc, le PLM nous a permis de gagner énormément de temps pour permettre la fabrication de la collection dans les temps. Voilà. Donc, comment s'est passé le projet? C'est simple, on a fait un appel d'offres assez rapide. Il n'y avait pas énormément d'acteurs sur le marché. Le brief, c'était on veut un outil collaboratif. Vous en avez parlé, ça c'est très important, savoir faire parler les producteurs, les développeurs, le merch et la supply chain ensemble. Donc c'était un projet d'une 40aine de personnes à peu près. Et aujourd'hui, il y a 120 à 130 utilisateurs. Voilà. On couvre. Alors, Givenchy, la particularité de Givenchy, c'est qu'on n'est pas Hermès, on n'est pas Vuitton, mais on a la même complexité, voire plus. C'est-à-dire qu'on couvre tous les produits, on fait du prêt-à-porter, hommes, femmes, on fait de la maroquinerie, on fait des accessoires et des lunettes, etc. On gère des soldes et on gère des outlets. Vuitton ne fait pas de soldes, n'a pas d'outlet. Hermès non plus. Enfin, Vuitton fait un peu de soldes, mais ça ne se voit pas. Hermès, pardon. Donc, on est ce qu'on appelle une méga brand, c'est-à-dire qu'on gère toutes les lignes de produits, on est présent dans tous les pays. On a 110 magasins dans le tout. Mais on a une petite maison avec, je ne dis pas des petits moyens, mais des moyens moins importants que de très grandes maisons. Donc, on est obligé d'être assez créatif et de ne pas utiliser de trop gros cabinets très très chers pour faire ce qu'on a à faire. Bon. Je dis pas Vous ne parlez pas de Bearing Point. Non. Voilà, donc, et donc, moi, je crois beaucoup dans une maîtrise d'ouvrage déléguée forte. C'est-à-dire que quand je constitue une équipe, chez Givenchy, en tout cas dans la DSI, j'ai des profils qui sont seniors. Et il y a des juniors, évidemment, parce qu'il faut quand même que la suite prenne le relais. Mais si vous avez des gens très forts en interne, vous savez très vite designer des gros process que vous saurez faire réaliser très, très vite. Bon, après, dans une petite maison, l'intérêt, c'est qu'on est très transversaux et puis on voit tout assez rapidement. On n'est pas siloté. Donc, ce projet s'est fait, on a fait le kick-off c'est déjà vieux, c'est déjà une vieille histoire, en septembre 2016. On a démarré le prêt-à-porter en mars 2017 et la maroquinerie en juillet 2017. Voilà, on suivait le rythme de lancement de collection. C'est ça qui est un peu compliqué dans la mode, c'est qu'on ne peut pas faire de Big Bang, parce qu'un Big Bang, non seulement c'est risqué, mais en plus, il faut suivre le change des équipes, il faut les accompagner, et donc quand vous avez des gens qui travaillent sur Excel, par mail, par PowerPoint, par des tas de supports indigestes, c'est un peu compliqué. Donc l'accompagnement est important, donc on a lancé en 2 vagues, et c'est resté le projet de référence chez nous. Alors, il y a un deuxième sujet qu'on a adressé en même temps, c'est ce qu'on appelle le référentiel. C'est-à-dire qu'un PLM, c'est facile. Si vous avez un référentiel qui existe, qui a été pensé pour être agile et se défaire des modes, c'est facile. Nous, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que le référentiel était très rigide et il mélangeait des considérations de morphologie produit avec des notions de saison, avec des notions d'attributs produits, de collection, etc. Donc, on a nettoyé tout ça, on a restructuré notre codification produit, et donc, en même temps que le PLM, on a restructuré le référentiel. Et ça nous a aussi permis d'adresser des tas de sujets comme du business planning, basé sur un référentiel solide, de la business intelligence aussi, avec une catégorisation de reporting que tout le monde souhaitait. Donc voilà, c'était vraiment le début de l'histoire de la transformation de Givenchy, parce que le PLM a été la première initiative. Ensuite, on a énormément travaillé sur la supply chain.
Parce que c'est bien de lancer des produits dans les temps, mais il faut aussi les distribuer. Et donc faire des plannings de distribution. Donc là, c'est une autre histoire. Mais tout bout à bout fait qu'aujourd'hui, on est devenu très agile et on est capable de suivre l'accélération du marché. Alors, on parlait tout à l'heure de Zara avec ses 52 collections. Bon, on n'en est pas 52, hein, on en a 6 à peu près, plus de la haute couture, plus ce qu'on appelle des drops, plus ce qu'on appelle des capsules, plus ce qu'on appelle des collections croisières. Donc, il y a toujours quelque chose qui bouge. Et donc, il y avait un mantra à un moment donné, c'était une grande mode, c'était de désaisonnaliser. Alors ça, c'est facile à dire, mais quand vous êtes à la Fédération de la couture, vous êtes tenu un calendrier, la saison existe toujours. Donc, en fait, c'est important dans le PLM, c'est effectivement de sortir cette notion de collection et de la codification produit. Pourquoi ? Parce que derrière, vous avez ce qu'on appelle... Alors, j'aime bien rappeler ce que me disait l'ancien président de Vuitton, celui qui est décédé, qui était un peu notre dieu à tous. Il disait « Bien malin est celui qui sait d'avance qu'un produit va durer ». Bon, c'est facile à dire quand vous avez des Neverfull, des Speedy, etc. Mais il n'empêche, quand vous lancez un produit, vous décidez qu'il sera permanent, il faut vraiment être culotté. Donc, en fait, on n'a pas géré cette notion de permanent. Nous, on gère ce qu'on appelle des carry-over. C'est-à-dire qu'un produit qui fonctionne, on décide de lui faire traverser les collections. Et donc là, un produit comme Centric est important parce qu'il nous permet de choisir ces produits et de les faire glisser d'une saison à l'autre. Ça, c'est très important. Et une fois que des produits sont saisonniers, c'est très bien parce qu'on peut faire des prévisions de vente dessus. Voilà. Alors que quand vous n'êtes pas en saisonnier, enfin en carry-over, faire des prévisions, c'est pas facile. Donc vous faites des paris. Et une boîte comme nous, elle fait tout le temps des paris parce qu'on est dans le prêt-à-porter principalement et on est saisonnier. Donc l'enjeu, c'est de mettre le maximum de choses en carry-over et le maximum de choses sur la maroquinerie, parce qu'en maroquinerie, vous faites plus de produits sur le long terme. On a un produit qui s'appelle l'Antigona, par exemple, qui est un produit qui a été lancé il y a 9 ans, et d'un coup, il a explosé. Donc voilà, il y a des produits comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, ça devient des produits de mode. Et donc là, on en a 2-3 là, qui commencent à exploser aussi, et c'est très important pour nous en termes de croissance. Donc gérer des carry-over pour nous, c'est important, et le PLM est un outil qui nous permet de gérer ce cycle de vie. Quoi d'autre ? Centric maintenant. Pourquoi Centric ? On en a vu 2 autres. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi, moi j'ai aidé à choisir et j'ai apporté la méthodologie pour le choix. Ce qui est ressorti, ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté user-friendly et le côté collaboratif. Donc, ce sont les utilisateurs qui ont choisi la solution. Bon, évidemment, j'ai un peu poussé parce que j'avais mes convictions. Et en termes de coût, c'est pas, je ne dis pas que c'est pas cher, hein, c'est toujours très cher avec Christophe. Voilà. Mais le ROI est important. Donc, vous dépensez une CAPEX, enfin un investissement pour lequel, en 2 ans, franchement, vous avez un retour sur investissement évident. Alors après, l'histoire n'est pas finie. On passe notre temps à le faire évoluer, à rajouter des indicateurs, à rajouter des collections, à rajouter des... Là, on parle de la loi AGEC, on est en train de penser à savoir comment... Bon, c'est pas tellement le PLM, c'est une approche globale parce que le PLM va apporter la source de données, mais derrière, il va falloir penser à notre site internet où l'utilisateur va scanner un QR code et puis il aura son éco-score directement. Donc, pour avoir l'éco-score, il faut quand même que nos matières soient bien codifiées. Il y a énormément de choses aujourd'hui, mais il faut qu'elles soient mieux structurées. Donc, on est en train de faire un proof of concept là, qui va être lancé en décembre sur une collection qui revient, héritée d'Hubert du Givenchy, j'en dis pas plus. Mais voilà, c'est une ligne iconique sur laquelle on va faire un proof of concept d'éco-responsabilité. Voilà, donc, tout a été développé et pensé dans un mood de développement durable. Donc, que ce soit le choix des fournisseurs, le choix du textile, le choix de la façon, la manière dont c'est fait, le transport, etc. Donc, tout ça, ça va permettre à Givenchy de montrer qu'on est une marque qui évolue et qui s'adapte au marché, voire essaie de l'anticiper en travaillant avec des partenaires comme Centric. Voilà. Donc, après, ça évolue tout le temps. Hein. Donc,
Merci Denis pour ce portrait exhaustif du programme. Alors vous avez listé un certain nombre de bénéfices, faits déclencheurs, fiabilité du référentiel, lead time, maîtrise des marges. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs très importants dont on n'a pas parlé? Et puis après, j'aimerais aussi qu'on revienne avec Christophe sur plus généralement sa vision du marché, de ce qui déclenche un projet PLM, sachant que, bon, Philippe en a parlé, évidemment, et vous aussi, le premier outil aujourd'hui, c'est Excel. Donc, pourquoi se lancer? Donc, peut-être donner un commentaire additionnel sur les... Alors, j'avais des gens dans les équipes de développement qui me disent « Ouais, nous, on vient de chez Balenciaga, on avait Centric. » Le fait de choisir Centric chez Givenchy est un accélérateur pour vous et pour le marché, pour standardiser, entre guillemets, cette partie de développement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vuitton a réagi et a choisi Centric. Ensuite, c'était Hermès, ensuite Chanel, bon, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est de construire un écosystème de skills sur le marché. Et aujourd'hui, quand vous avez Centric, c'est pas facile, c'est pas difficile du tout de recruter des développeurs. Voilà. C'est un peu comme SAP aujourd'hui. Vous avez un écosystème, ils sont chers, hein, bon, mais ils sont compétents. Sur Centric, ce qui est intéressant vis-à-vis du business, on aurait choisi une autre solution, on aurait été coincé. Parce qu'on aurait été trop spécifique. Centric est devenu le standard, en fait, du marché. J'ai pas peur de le dire, hein, j'ai pas d'action chez Centric. J'ai pas d'action chez vous, mais tu pourras peut-être me faire un rabais la prochaine fois. On verra ça après. Il est très difficile à manœuvrer. Mais bon, il ne faut pas qu'il se croie en terrain conquis non plus, mais ça, c'est un autre débat. Donc, non, c'est important pour le business parce que quand par exemple, on a renouvelé toutes les équipes créatives il y a 2 ans avec post-Covid, ça a pas mal secoué dans la maison, comme tout le monde. Hein. Ben, le fait d'avoir eu Centric a permis d'attirer des talents d'autres maisons très rapidement. Et très rapidement dans les opérations. Je voudrais juste dire un mot théorique parce que, bon, évidemment, on a d'ailleurs ici, dans ce même Sénat, travaillé sur la crise de l'Ukraine, les approvisionnements, les ressources. Là, on parle des ressources humaines. Moi, je trouve que depuis quelques mois, et on l'a très nettement vu, la chaire était un révélateur, on a vu réapparaître ce qu'on appelle, nous, dans le monde académique, la théorie des ressources. C'est-à-dire que depuis très longtemps, et je le dis parce qu'il y a des jeunes étudiants, et je remercie là de BTS d'être venus, vous êtes en marketing, et donc c'est la théorie de la demande, c'est-à-dire que tout est drivé par la demande, et puis on se rend compte que de plus en plus, il faut tenir compte des ressources, vous l'avez montré tout à l'heure, sur la disponibilité des matières premières, la disponibilité des process, la disponibilité d'une compétence commune partagée par des collaborateurs et autres. Effectivement, on voit la théorie des ressources revenir beaucoup, pas autant que la théorie de la demande. La demande, évidemment, ça reste essentiel pour produire du chiffre d'affaires, mais à tous les niveaux, on le voit. Et là, je trouve que c'est très intéressant de dire, de standardiser les process en amont, ça permet effectivement une meilleure fluidité du personnel et donc une sorte de courbe d'apprentissage mutualisée. Alors, avant le PLM, on avait un turnover de 50% dans les équipes créatrices de développement. Aujourd'hui, c'est 20. Voilà, enfin, tout est dit. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui se sent bien dans son job, qui a le bon outil pour travailler, parce qu'il a une pression d'enfer. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que le designer arrive 5 jours avant et casse tout. Il faut avoir l'air insolide. Hein. Et le mental qu'il faut pour travailler nuit et jour et week-end, il ne faut pas que je le dise trop, mais pour aboutir à arriver en buying session, là, aujourd'hui, à quelque chose de fini. Donc, et l'outil permet de le faire. Avant, c'était totalement impossible. Donc du coup, Christophe, en complément de ce que nous a dit Denis, quelles sont les raisons fondamentales qui poussent les entreprises aujourd'hui sur le marché accéléré, sur le PLM? Alors, elles sont... merci Denis et pour l'évocation du panorama, j'ai appris des choses. Hein, donc, c'était... alors, dans les raisons qui poussent les entreprises à adopter le PLM, en fait, il y a des raisons historiques puis il y a des raisons nouvelles. Les raisons historiques, c'est clairement la recherche de productivité d'une manière générale au sens des collaborateurs. Parce que l'inefficience liée à l'utilisation massive de feuilles Excel, de documents dans tous les sens, c'est un fatras monumental. Ça ressemble au bureau chez moi, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment une vocation d'efficience individuelle. Du point de vue des collaborateurs qui n'utilisent pas un PLM et qui sont impliqués dans des processus de développement produit, il y a une vraie souffrance.
Ce sont en général des. Il faut voir quelque chose. Enfin, moi je le résume de la manière suivante. Alors, je ne sais pas si Denis sera d'accord, mais le prix de vente d'un produit de luxe, pour résumer, est suffisamment haut pour qu'on puisse supporter pendant un certain temps une inefficience de process. Et la solution historique pour résoudre des problèmes d'inefficience de process, c'est de rajouter des gens. C'est de faire en sorte qu'on mette plus de gens pour faire le travail sans se préoccuper de savoir nécessairement comment ils vont travailler. Autrement dit, il y a une équation très simple qui est de dire, pour résoudre un problème lié à un processus de développement produit, je mets plus de gens pour faire le processus de développement produit. Ça, c'est un peu schématique, mais c'est ce qui a été utilisé pendant des années, du fait de ce que j'évoquais précédemment, lié au fait que le prix de vente du produit est tellement haut que finalement, un peu d'inefficience ne joue pas vraiment sur la marge de l'entreprise. Et ça, c'était avant. Maintenant, les collections, comme vous l'a expliqué Denis, sont drivées par des processus de merchandising, des processus de constitution de collections qui sont adaptés à des demandes du marché. Donc, on doit être beaucoup plus efficient. C'est plus les stylistes, contrairement à ce qu'on pense dans les lieux communs, qui font leurs dessins et puis qui sont massivement adoptés. Non, c'est la demande du marché qu'on regarde, qu'on étudie, 50% de carry-over, etc. Donc, il faut être plus efficace là-dedans. Donc, le premier vecteur d'adoption du PLM, c'est l'efficience, l'augmentation de productivité individuelle au niveau des utilisateurs. Le deuxième, alors il y en a plein d'autres, mais on n'a pas le temps ici de les évoquer tous, mais le deuxième qui, à mon avis, est très parlant, c'est la réduction du nombre de prototypes. Le processus de développement produit, c'est très fragmenté, c'est très poussif, c'est très itératif. Pour un produit de luxe, je ne sais pas si c'est le cas chez Givenchy, mais ce qu'on voit chez nos clients, c'est 5 à 6 prototypes pour aboutir à un produit final. C'est beaucoup. Et c'est coûteux un prototype, parce qu'industriellement, il faut lancer une pré-série, il faut faire des approvisionnements spécifiques, etc., etc. Donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est pas parce que vous lancez des prototypes que vous allez forcément aboutir à un produit qui va être mis sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un taux de transformation entre le prototype et le produit final qui est pas très élevé en fait. Donc, c'est des coûts très importants. L'adoption du PLM permet de très vite se rendre compte que déjà économiquement avant et écologiquement maintenant, un produit n'est pas viable. Donc, autrement dit, on est capable de détecter très tôt que ce n'est pas la peine de faire un prototype parce que le produit qui va en résulter ne sera pas viable d'un point de vue marché. Donc, efficience opérationnelle des utilisateurs, réduction du nombre de prototypes. Merci Christophe. Alors, Denis, vous nous avez décrit un programme très vaste, tant sur le plan tout à l'heure géographique que sur le plan des métiers. C'était vraiment un projet multimétier, pas seulement sur le fashion, mais aussi accessoires, lunettes. Alors, comment on structure un tel programme et quels ont été les prérequis à son lancement? Déjà, on parle beaucoup de projets agiles en ce moment. Bon. C'est très bien pour tout ce qui est front office, etc. Par contre, sur des projets comme le PLM, il faut en venir à des basiques. On parle beaucoup de méthodologie waterfall, etc. Donc, on a fait une conception générale. Voilà, on a mis tout le monde dans des ateliers de design de flux et de conception des référentiels. Ça a été pas facile, mais pendant 2 mois, on a mis tout le monde autour de la table avec des livrables. Tout le monde a signé avec son sang que c'était ça qu'il voulait. Et ensuite, on est parti dans un mode itératif, un petit peu agile aussi, avec Centric, pour délivrer ces process un par un, de manière logique, pour avoir des produits qu'on pouvait tester au fur et à mesure. Donc ça, c'est la méthodologie. Ensuite, en termes d'équipe, on avait Centric. Et Centric, aujourd'hui, a un panel de consultants qui propose aux maisons. Bon, ça, c'est la stratégie de Centric aujourd'hui. Ils ne s'appuient pas trop sur un réseau de partenaires sachant leurs solutions. Par contre, on s'est adjoint ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous a permis de mettre tout le monde d'accord sur des changements de processus. Donc, on a pris un petit cabinet pour ça, qui est très connu sur le monde du fashion. Je ne vais pas faire sa pub aujourd'hui parce qu'il n'est pas là, mais qui nous accompagne sur pas mal de petits projets et de gros projets de retail, etc.
Voilà, donc c'est comme ça qu'on a structuré. Il y avait une équipe centrique, une équipe assistance à maîtrise d'ouvrage, une équipe business, bien entendu, c'est-à-dire que chaque activité était représentée avec ce qu'on appelle des process owners, d'accord, et des développeurs derrière de chez Centric. Mais Centric, c'est facile. Excuse-moi. Très facile. Ce qui est moins facile, c'est d'intégrer Centric dans le reste de l'écosystème. Et moi, j'ai un mantra depuis que je suis né, c'est l'intégration. Donc, les données et l'intégration. Donc, derrière, avec SAP, il faut s'intégrer avec SAP. Donc, si vous avez fait des process solides dans le PLM, ça glisse tout seul dans SAP. Et ça, c'était la moitié du coût du projet, juste pour vous donner un indicateur. Voilà. Donc, quelqu'un qui se lance dans un projet PLM, s'il ne pense pas à intégration avec le reste de l'écosystème, il est mort. Ça ne marchera pas. Et on a eu des exemples dans d'autres maisons avant qui ont planté leur projet parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer. Et ça, c'est mortel parce que si vous ne voyez pas le résultat de ce qui se passe dans le RP, vous ne savez pas aller plus loin. Donc aujourd'hui, on a dans Centric quelqu'un qui a un développeur qui a fini, il appuie sur un bouton, ça part dans SAP, il a un petit truc qui lui dit ça c'est bien intégré. Et donc c'est tous les produits, la nomenclature, enfin tout ce qui va avec, le costing, etc. Donc voilà, ça c'est... Et ça a été assez solide et aujourd'hui, on capitalise dessus. Alors que je vous disais tout à l'heure que c'est jamais fini. On parle de développement durable et on parle des samples. Je ne suis pas trop d'accord avec ton analyse, je suis désolé. Bon, ça permet évidemment de bien estimer le costing de collection en disant, voilà, à telle étape, en rétro-planning, je vais faire un proto dans 15 jours, un autre proto un peu plus élaboré dans 3 semaines, et ainsi de suite. Et à la fin, j'ai 5 protos, sachant qu'un proto, ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Enfin, ça vous donne vite fait le coût du développement, uniquement sur la matière et la façon. Aujourd'hui, l'enjeu, vous avez tous entendu parler de 3D, c'est la 3D. Donc, Centric travaille dessus. Désolé de te faire la pub, mais... et donc, un enjeu très fort aujourd'hui, on parlait des ressources, les développeurs sont aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les ateliers, ils ont un mindset très 2D. C'est-à-dire qu'ils impriment avec la CAD, parce qu'à côté du PLM, on fait du computer aided design, ce qu'on appelle le CAD, avec des outils comme Lectra, etc. Ou Mozart pour l'Amaro en Italie. Bon. On imprime des produits à plat. Et on fait des samples en montant les produits en carton pour faire des formes. Et ça, c'est le marché aujourd'hui est comme ça. Le marché des développeurs est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un mindset 2D. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer en 3D, c'est-à-dire être capable d'avoir des designers qui vont vous faire des formes en 3D et décliner le développement produit autour de ces formes. Et ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Bon, puis c'est un coût aussi. Donc l'idée, c'est de développer nos produits en 3D jusqu'à un moment où on se sent suffisamment mature pour produire un sample qui là sera le résultat de plusieurs itérations de conception. Et donc là, on pourrait éliminer 50% des samples. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on constituerait un capital de formes et de formes de base, de formes de couleurs, comment ils appellent ça déjà en développement, des négatifs, enfin, ce qu'on voit un peu sur Photoshop, etc., qui seraient stockés dans des Digital Asset Management Systems, ce qu'on appelle des DAM, réutilisables pour la suite dans le cycle de vente sur Internet. Donc, il y a une véritable transformation. On parle de transformation digitale. C'est ça la vraie transformation. Elle n'est pas uniquement sur un site Internet. Elle part du développement jusqu'au bout. Et ça, je peux vous dire qu'on n'y est pas tous. Donc, la 3D. Et puis maintenant, vous avez tout ce qui est autour du métaverse, etc. Donc, ça commence à devenir un peu compliqué dans les concepts, mais si vous avez des formes en 3D de base, vous pouvez toujours les réutiliser jusqu'au bout, y compris demain dans le métaverse si on s'amuse à aller là-dedans. Bon, moi, je suis très réservé là-dessus. Oui, vous parlez du métaverse. Vous envisagez de faire participer vos clients potentiels, votre écosystème, votre communauté sur la conception produit à terme? C'est déjà des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Non, pas à ce point-là. Pour l'instant, on a fait un drop l'année dernière autour d'un designer avec qui on a fait une collaboration qui s'appelle Chito. On a shooté 15 NFT
On les a tous vendus. Bon. Voilà. Donc, il y a quand même une appétence. Mais bon, on fabrique quand même des produits physiques, quoi. Donc, voilà. Donc après, on se cherche, et je pense que tous les acteurs se cherchent aujourd'hui dans le luxe et partout ailleurs, d'ailleurs. Il y a des gens qui essaient de faire bouger les lignes, et c'est très bien. On a un CDO là-dessus qui est très créatif. Par contre, derrière, voilà, quand on pense qu'il faut mettre des ballons dans des carrés, voilà, on parle de métaverse, conceptuellement, c'est un peu difficile à absorber aujourd'hui. Mais en réutilisant des assets de base, on peut toujours se dire que c'est capitalisable sur toute la chaîne. On a fait une petite digression dans le métaverse. Alors, si on revient sur des choses plus basiques, on était sur justement les approches programmes. Donc, vous nous avez donné, Denis, votre éclairage sur la manière avec laquelle vous l'avez construit chez Givenchy. Peut-être 2 mots aussi d'Anne-Sophie, qui est donc Anne-Sophie est senior manager spécialisée sur la gestion des grands programmes. Peut-être aussi un éclairage de ta part sur le marché, sur la manière avec laquelle on structure et on gère un programme de ce type. Oui, alors il est vrai que vous parliez tout à l'heure de la mise en place d'ERP, SAP, etc. Il est vrai que la mise en place d'un PLM, c'est un projet beaucoup plus restreint, beaucoup plus rapide finalement à mettre en œuvre. Vous parliez également de la méthodologie agile qui, évidemment, il y a un parti cadrage, mais qui s'applique aussi à ce genre de projet qu'on va vouloir très axé utilisateur. Et donc, du coup, avec effectivement une forte implication des métiers et de key users, on appelle, qui vont vraiment venir driver toute la partie conception des process en amont. Et c'est ça qu'il va nous falloir pour servir de base finalement à l'implémentation ensuite du PLM. Donc on va avoir effectivement une première phase où on va vouloir aligner tout le monde et du coup sur les mêmes process du début à la fin pour qu'ensuite la partie conception puisse apporter de la valeur au fur et à mesure, mais sur quelque chose qui aura été bien cadré et qui va pouvoir évoluer évidemment, mais à la marge. On va également structurer ensuite la partie, de façon générale, la partie implémentation selon la valeur que ça peut apporter et donc du coup en priorisant les process. Donc il y a une première partie souvent de mise en place du référentiel parce que sans ça évidemment le reste est un peu compliqué. Mais ensuite ça peut être priorisé par ligne produit, ça peut être priorisé par phase, mais pour commencer effectivement à apporter de la valeur assez rapidement et idéalement pouvoir commencer à montrer aux utilisateurs aussi ce qu'ils vont avoir et leur permettre de commencer à utiliser un petit peu l'outil. Alors soit on peut faire sur ligne produit et du coup directement le faire utiliser réellement, soit à travers des démonstrations, des prises en main, etc. Mais ça va permettre aussi de vérifier que ce qui est construit très rapidement apporte la valeur souhaitée et très rapidement correspond à aux besoins et ce qui est souhaité finalement pour améliorer les process dont vous parliez jusqu'à présent. Merci Anne-Sophie. Alors, Denis, vous avez mis le doigt sur un certain nombre de points de complexité majeurs d'un programme de ce type. On a parlé notamment de l'intégration d'un PLM dans l'écosystème applicatif. Quels ont été justement pour vous, avec ce recul de 5 ans, les gros points de complexité? Comment vous les avez adressés? En faisant des spécifications qui tenaient la route. Après, c'est vieux maintenant, mais... Au-delà de la complexité, j'imagine des difficultés peut-être sur la conduite du changement, sur le lotissement. Sur le lotissement, en fait, il a fallu tout de suite, dans la phase de conception générale, parler de stratégie de déploiement. Parce que je refusais de faire un Big Bang, comme je vous l'ai dit, et donc il fallait vite déterminer les scénarios possibles. Donc le scénario, c'était soit la Maro avant, soit le prêt-à-porter après, soit un prêt-à-porter homme et ensuite prêt-à-porter femme. Voilà. Donc, contre toute attente, c'est ceux qui avaient déjà un tout petit PDM, du sentier, j'ai envie de dire. C'était limité à 5 licences, donc imaginez avec 50 personnes, c'est un peu compliqué. Et qui s'échangeait des fichiers Excel dans tous les sens, qui envoyait, qui déchargeait avec Excel de ce petit PDM et puis qui ressaisissait tous dans SAP. Enfin, c'était une horreur. Et donc, c'est eux qui, d'abord, ont souhaité faire le grand pas parce qu'ils souffraient énormément. Alors que la maroquinerie, vu travailler avec Excel depuis des années, ça les dérangeait pas. Donc, on a travaillé sur cette stratégie très, très vite avec ce petit chantier important sur le référentiel produit. Donc, on a avancé en parallèle, on a déterminé les lotissements de migration.
Donc, on a démarré tous les flux prêt-à-porter d'abord, avec le nouveau référentiel pour tout le monde. Voilà, donc le référentiel a été commun à toutes les activités, mais on a démarré les activités de développement uniquement sur le prêt-à-porter. Et ça a duré 3 mois, et le reste, la maroquinerie l'a adopté. Voilà, donc c'était ça le plus compliqué, c'était de mettre tout le monde d'accord sur la synchronisation des lancements entre 2 collections. Parce qu'il y a une complexité aussi qu'il faut voir, c'est que les utilisateurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant 1 mois, ils sont sur des charbons ardents pour développer les produits. Donc, ils ne sont pas là pour les projets. Donc, il faut avoir les bons experts, que ces experts soient remplacés aussi dans leur activité quotidienne, mais et trouver aussi des bonnes personnes pour les remplacer. Sinon, donc il n'y a jamais de bon choix. Donc, il y a un peu de matinage entre des gens qui sont là temporairement et des vrais experts des métiers qui nous rejoignent sur les projets. Donc, il y a ça aussi qu'il a fallu adresser dès le départ. Donc, cette phase de cadrage était la plus importante. Et après, comme je vous ai dit, on a déroulé le truc et ça s'est passé sans anicroche. Vraiment. Alors, on arrive malheureusement quasiment au bout de cet échange. Alors, peut-être juste pour... Et je conclus. Les prochaines étapes. Non, mais je conclus sur le projet. On est en outil fin. On a été on time, in full, in budget. Donc, c'est suffisamment rare pour être souligné. Bon, tous mes projets sont comme ça, mais celui-là en particulier, si on a dépassé de 5 000 €, c'était les frais de traduction italiens. Bon, effectivement, c'est suffisamment rare pour être souligné. Alors, du coup, Denis, si on se projette sur le futur, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est un projet, c'est une histoire sans fin. Quelles sont les grandes étapes pour l'avenir? On parlait de la 3D et de l'enjeu de gagner de l'efficacité sur le développement. Alors, le simple, c'est pas tant réduire les coûts, parce que réduire les coûts, à la limite, ça peut être facile, c'est un peu tarte à la crème. C'est gagner du temps. C'est gagner du temps dans le cycle de développement. Parce qu'un designer, il va avoir le proto fini qu'à la fin. Alors parce que tout le monde dit le designer, il est nul, il vient nous emmerder à la fin, il casse tout, etc. Mais s'il avait une forme de base en 3D dès le départ, il pourrait réorienter la conception tout de suite et pas juste à la fin. Donc ça, c'est un enjeu important de gagner encore du lead time dans le développement des collections. Merci infiniment, Denis. Alors, Olivier, est-ce qu'on a le temps de prendre une question de la salle? Non, on va avoir aussi la présentation de... Tout à fait. Oui, je pense qu'on... Une petite question de la salle avant de passer à la est-ce qu'on a une question présentation dans la salle? Non, la salle est silencieuse. Bon. Donc, je voulais juste dire, d'abord, on va remercier pour ces témoignages qui sont absolument passionnants. Et puis, comme c'est la dernière séance, le dernier petit déjeuner, je vais m'autoriser un peu de publicité pour le SCP. On voit bien que le PLM s'inscrit dans cette logique qu'on appelle d'agilité de l'organisation. Et ben, il s'avère que c'est le professeur Fréry et moi qui avons, au début des années 90, importé la notion d'agilité en France, qui vient, parce que personne ne sait d'où ça vient, et ça ne vient pas de Microsoft, ça vient de la Lehigh University, qui est une petite université de Pennsylvanie, qui avait été choisie, où des chercheurs spécialisés en théorie des organisations avaient été sélectionnés pour travailler dans le cadre de l'Iacocca Institute, qui était dirigé par Lee Iacocca, pour reconvertir l'industrie sidérurgique de Pennsylvanie, notamment automobile, en appliquant un peu les méthodes de la flexibilité industrielle à l'organisation. Et le hasard fait, moi j'étais 25 ans professeur à l'Université d'Ottawa et j'avais rencontré le regretté professeur Navarre, Christian Navarre, qui était le grand spécialiste de 1, l'accélération des projets à l'Université de Lille, et 2, le secteur de l'automobile, et donc il travaillait avec cette université de Pennsylvanie. C'est comme ça qu'on a importé, en l'appliquant d'ailleurs à la distribution, pour ma part, le professeur Fréry à l'organisation, moi pour la distribution, et ça nous a même valu de coécrire un ouvrage avec un prix Nobel d'économie, comme quoi vous voyez, le SCP est un peu à l'origine, on n'a pas attendu la chaire pour être aussi à l'origine de ces questions. Alors justement, on va terminer, et je trouve ça très emblématique, de terminer par une présentation d'un travail de recherche, de mémoire de recherche, de master, mené par une de nos étudiantes, donc Léa Aurébi. Elle est maintenant diplômée de l'école, comme je le disais. Elle est Product Development and Activation Project Manager chez L'Oréal. Et je trouve ça, on parle de cycle de vie, c'est le dernier petit déjeuner. C'est un peu un cycle de vie terminé par une étudiante pour présenter son travail, pour clôturer, avant vos questions, l'ensemble des travaux de cette chaire. Merci beaucoup. Léa, est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez?
Où est la télécommande? Merci. On va déjà mettre les... Allô, allô? Après. Est-ce que vous m'entendez? Lauriane, on a perdu Léa. Allô, allô? Elle est là. Bon, vous ne pouviez pas être des nôtres parce que vous êtes malade. On vous remercie vivement de participer malgré ces conditions. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Super. Alors, donc, je peux moi-même passer les slides. Oui. Donc, pour me présenter en 2 mots, donc je m'appelle Léa Aurébi, je suis fraîchement diplômée de l'ESCP, mais toujours en stage de fin d'études, donc en développement produit chez L'Oréal. Et avant, j'ai eu plusieurs expériences dans des structures d'investissement à impact, surtout en venture capital, pendant mes études à l'ESCP. Et donc j'ai eu la chance d'avoir Olivier Badeau comme directeur de mémoire. Et j'ai donc choisi comme thème la seconde main et la consommation responsable. Donc, plutôt du point de vue, je suis plutôt du point de vue consommateur, pas de l'entreprise. Et en fait, j'ai essayé de repenser le caractère responsable derrière le concept d'achat de vêtements de seconde main, parce que je pense qu'en fait, il ne va pas forcément de soi et que donc j'avais un peu envie de creuser. Donc voilà, je vais rapidement apporter mon éclairage sur, mon éclairage de jeune diplômée sur ces questions hyper intéressantes de cycle de vie du produit. Donc, je pense que aujourd'hui, en tant que personne qui fait partie des plutôt jeunes générations, je suis très exposée à ces sujets autour du cycle de vie du produit, surtout du vêtement. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, de la mode durable, plus globalement de la consommation responsable, éthique, décente, comme plus respectueuse, en fait, pour reprendre les termes de Elsa Godard tout à l'heure. Et ce sont des thèmes en fait qu'on ne peut pas vraiment ignorer aujourd'hui, je pense, qui sont en train de commencer encore un petit peu timidement à faire bouger les choses, même si, comme on peut le voir sur les chiffres, alors je ne sais pas si tout le monde voit la slide, mais donc j'ai mis quelques chiffres qui sont quand même assez alarmants, qui sont issus d'études de McKinsey, de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, entre autres. Après, je pense qu'il ne faut pas ignorer le fait qu'au-delà de la volonté de faire bouger les choses, je pense qu'il y a aussi des vraies opportunités business derrière ces grands enjeux environnementaux. Et après, c'est plutôt une bonne chose parce que je pense que l'entreprise, c'est finalement peut-être l'un des meilleurs moyens d'adresser ces enjeux-là. Donc, si je me focalise un petit peu plus sur mon étude, donc personnellement, je ne travaille pas dans le secteur de la mode, de l'habillement, mais je me suis construit une petite expertise grâce à mes stages passés et aussi grâce à mon mémoire de fin d'études, donc qui avait pour thème précis Vinted et la consommation responsable. Donc, en fait, moi, ce que j'ai voulu vérifier, c'est un paradoxe que j'avais identifié brièvement avant, qui est le fait que la génération dans laquelle je vis, et en fait dont je fais partie, je ne dis pas ça forcément comme une critique, c'est une génération qui est à la fois très engagée, je pense peut-être plus engagée que les générations antérieures, car peut-être plus informée, plus consciente, plus directement touchée par le changement climatique dès un jeune âge peut-être. Et pourtant, il y a un paradoxe qui est que c'est cette même génération qui alimente aujourd'hui les succès de grandes enseignes de fast fashion comme Zara, Mango, dont Olivier Badeau parlait tout à l'heure. Donc après, évidemment, dans l'équation, il y a aussi une part de budget qui est assez importante parce que le budget, il n'est pas illimité à nos âges et que donc passer par ces structures-là, c'est un peu le choix de la facilité parce qu'il y a beaucoup de choix, ça ne coûte pas très cher, donc voilà, il faut prendre ça en compte. Et aussi par le fait que les vêtements éco-responsables aujourd'hui, ça a quand même un certain coût. Malheureusement, parce que c'est un prix qui est plus juste et plus respectueux pour toute la chaîne de valeur, mais qui donc parfois n'entre pas forcément dans le budget de tous. Et donc, en fait, cet engagement qui peut être vu comme très fort quand on parle par exemple de génération Z très engagée, Gen Z, etc., il est un petit peu en demi-teinte en fait avec... quand on voit ces entreprises de fast fashion. Donc là, par exemple, ce sont des chiffres sur cette slide qui sont tirés de mon étude. Donc en fait, j'ai posé au début la question, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous êtes conscient des enjeux environnementaux et sociaux qui touchent l'industrie de la mode aujourd'hui? Et donc à 96%, oui,
les répondants qui ont donc entre 20 et 35 ans étaient très conscients de ces enjeux et 82% d'entre eux voulaient réduire leur consommation de vêtements. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez importants. Et donc, moi, dans cette étude, je me suis plus précisément intéressée à des nouvelles pratiques de mode qui sont dites responsables, en particulier la seconde main. Et donc, j'ai pris la plateforme la plus utilisée en France, qui est aujourd'hui Vinted. Et donc, cette étude, elle a été faite sur 60 personnes entre 18 ans et 35 ans. Et donc, j'ai pu vérifier le fait que les personnes qui achètent sur Vinted achètent en majorité également de la fast fashion et qu'ils achètent sur Vinted en particulier pour l'aspect prix et pour la rareté des pièces qu'ils y trouvent avant l'aspect écologique. Alors, on peut se dire que finalement, peu importe, puisque la seconde main, ça reste mieux que le neuf, donc finalement, peu importe le motif, c'est quand même bénéfique. Mais le vrai problème, c'est que Vinted va créer une nouvelle spirale de surconsommation, tout comme la fast fashion finalement. Déjà parce que c'est moins cher, donc souvent encore moins cher même que la fast fashion, et que donc acheter 10 vêtements Zara sur Vinted au prix d'un seul en boutique, est-ce que c'est vraiment vertueux? Est-ce que l'acte d'achat ne devient pas encore plus banal? En plus, c'est extrêmement simple d'achat, très rapide, tout est fait pour faciliter l'achat sur la plateforme, donc ça ne pousse pas vraiment à une consommation plus raisonnée. Deuxièmement aussi parce que Vinted, ça crée de nouveaux débouchés pour les vêtements qu'on ne met pas. Donc d'un point de vue, c'est plutôt une bonne chose, mais de l'autre, on peut se dire qu'on peut acheter un vêtement et qu'au pire, on le revendra sur Vinted, en fait, vu qu'il y a ce nouveau débouché-là, et ça fait que donc, encore une fois, ça ne pousse pas à une consommation plus raisonnée de vêtements neufs. Et donc, voilà, il y avait aussi des chiffres donc, qui disaient qu'à 50%, 51% à peu près des personnes qui achetaient sur Vinted achètent très régulièrement de la fast fashion. Et donc, ah oui, donc en fait, j'avais oublié de passer cette slide. Mais donc voilà, c'était pour un peu illustrer en Europe les principaux acteurs de la seconde main de type Vinted. Après, il y en a qui sont plus focalisés sur le luxe, comme par exemple Vestiaire Collectif. Voilà, chaque plateforme a un petit peu son angle. Vinted, c'est vrai que c'est peut-être le plus populaire parce qu'il y a un petit peu de tout, mais ce sont des plateformes qui peuvent malheureusement créer un nouveau cycle de surconsommation. Et donc, personnellement, en tant que chercheur, c'était très intéressant à analyser. Je peux vous inviter à écouter un podcast qui m'a beaucoup inspiré si jamais la question vous intéresse. Donc, c'est ce podcast qui est à l'écran, qui s'appelle Vinted, l'achat de vêtements d'occasion est-il une fausse bonne idée de l'heure du monde, et où en fait le journaliste Nicolas Santolaria pense le concept qu'il a créé, qui s'appelle le déconso consumériste, qui en fait est, comme je le disais, ce consommateur qui est conscient, qui veut consommer différemment, mais qui petit à petit se fait happer et se met à développer de nouveaux réflexes consuméristes qui sont finalement similaires à ceux d'avant. Donc, c'est pas du tout avec jugement que je dis tout ça, parce que je me considère comme appartenant probablement à cette catégorie, mais je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête afin de trouver des modèles qui sont réellement vertueux et pas juste vertueux peut-être qu'en apparence. Après, pour finir, je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser la plateforme Vinted, parce que ça peut avoir beaucoup d'aspects positifs, je pense. C'est juste pour illustrer le fait que globalement, je pense qu'on est une génération qui a toutes les cartes en main pour faire bouger les choses, mais qui a encore besoin de trouver un petit peu son compte et de ne pas sacrifier trop de choses pour sauver la planète finalement. Donc finalement, en résumé, tout ça a beaucoup d'implications, je pense, au niveau des stratégies retail des acteurs de la mode, qu'ils soient petits ou grands. Après, c'est facile de pointer du doigt tout ce qui ne va pas, mais le fait est que la mode de seconde main aujourd'hui, la seconde main, c'est vraiment une clé de réussite pour la mode, et pour une mode plus durable, que ça permet d'étendre vraiment la durée d'utilisation des produits, de créer des deuxième, troisième, quatrième vies, évidemment sous réserve que les produits de base en fait aient été créés avec des matériaux de qualité. Ça aussi, je pense que c'est un vrai enjeu
pour permettre au marché de la seconde main de se développer, que les produits qui sont neufs, qui sont vendus à la base, aient été faits avec des matériaux de qualité. Et voilà, ça permet vraiment de créer un marché parallèle au marché du neuf, qui, je suis sûre, occupera une place très importante dans le retail à l'avenir. Merci beaucoup Léa pour cette présentation critique, ce qui est le preuve d'un travail de recherche. Alors avant de laisser notre présidente, Madame Elisabeth Denner, associée chez Bearing Point, conclure à la fois ce 48e et dernier petit déjeuner, pas complètement lâché à ce qu'on aura un événement de clôture, y a-t-il des questions dans la salle ? Sur tout ce qui a été dit, ces questions de cycle de vie, de gestion, d'amélioration de la performance, du cycle de vie, mais aussi les enjeux environnementaux qui ont été beaucoup évoqués et qui s'intègrent maintenant de plus en plus dans le PLM. Je me promène pour voir si... non, pas de questions dans la salle. Bon, bah écoutez, vous êtes exceptionnellement très silencieux par rapport à d'habitude. Est-ce qu'on a des questions en ligne ? Pas de questions en ligne ? Bon, je crois que tout le monde attend la conclusion de la présidente Elisabeth Denner. Parce que les présentations étaient extrêmement claires. Donc, oui. En tout cas, je voulais évidemment remercier tous les intervenants pour leur participation. Sur le sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qu'on a trouvé opportun avec Olivier de traiter en guise de conclusion, parce que le référentiel produit, c'est sans doute, surtout dans le secteur du retail, et on a abordé beaucoup le monde de la mode aujourd'hui, c'est sans doute le premier actif d'une entreprise. Donc, paradoxalement, un actif stratégique, j'ai envie de dire, qui est souvent maltraité en matière de système d'information, parce que premier outil, c'est Excel. Et du coup, aujourd'hui, on voit une très forte accélération sur le marché et le besoin d'outiller ce premier actif parce que, on l'a vu, parce que globalisation, parce que pression sur le lead time, parce que pression aussi sur, évidemment, l'environnement, l'éco-responsabilité, à la fois par la compliance, la JAC, évidemment, en France, qui est aujourd'hui tout à fait en haut de l'agenda des comités de direction et des boards du secteur. Donc, on trouvait que c'était, voilà, ce cycle de vie produit une bonne conclusion pour la chaire. De manière plus générale, donc en effet, c'est le dernier petit déjeuner. On a choisi d'un commun accord avec Olivier, on s'est dit que ce cycle de 6 ans était, alors pour paraphraser Elsa, un mésotès, une juste mesure. On ne voulait pas devenir ennuyeux et ennuyant. Je pense qu'on a traversé avec tout l'écosystème, notamment pendant les 3 dernières années, tous les sujets possibles, inimaginables. Enfin, c'est jamais fini, mais on a été dans le métaverse, on a été dans les tendances du retail, on a interviewé des présidents, des DG pendant le Covid, on a réfléchi sur quels étaient les modèles de supply chain dans ce monde de commerce unifié. On a parlé de data, de magasins connectés, de produits connectés. Enfin, beaucoup de sujets. Donc, je voulais en tout cas profiter de cette occasion, évidemment, pour remercier Olivier, un autre directeur scientifique, pour son intelligence, son enthousiasme pendant ces 3 années. Et puis, évidemment, remercier tous les acteurs de l'ESCP de nous avoir accompagnés sur cette belle aventure. Et puis, évidemment, tous mes équipes et puis tous les consultants Bearing Point qui ont collaboré avec, je crois, beaucoup d'engagement, d'envie et d'enthousiasme aussi pendant ces 3 dernières années, et d'expertise, j'espère. Donc, en tout cas, voilà. Donc, merci à tous et à très vite. Alors, du coup, pour l'événement de clôture, et petite question dans la salle. Bon, on verra tout à l'heure. Après, on va laisser notre président terminer. Non, mais j'avais terminé, Olivier. Donc. Bon. Alors, bravo, merci. Donc, on a une question. Pardon. J'avais une question à Monsieur Denis vis-à-vis de l'inflation. Comment vous avez fait comment vous faites pour gérer ça au sein de votre entreprise? Bon, le secteur du luxe étant un peu, comme vous le disiez, un peu protégé par rapport au secteur des PGC. Oui, mais enfin, on est comme tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Les matières augmentent, le transport augmente. Voilà. Donc après, c'est une question de marge. C'est pas à moi de dire à quel niveau on veut placer des révisions de prix, mais c'est vrai que c'est un monde qui se révise en permanence. J'étais chez Vuitton, directeur des prix, je sais de quoi je parle. Après, c'est pas tant la marge industrielle qui est importante, c'est aussi une notion de taux de change. En ce moment, par exemple, avec l'euro qui se casse la figure, c'est compliqué à adresser. Voilà.
Donc c'est tout un ensemble qui font une marge à la fin. C'est la marge produit, la marge de distribution, qui est drivée par effectivement les taux de change. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, la question est excellente parce qu'elle me permet une transition avec le slide qui est à l'écran, c'est-à-dire de vous renvoyer grâce au QR code sur l'ensemble des travaux qui ont été menés dans le cadre de la chaire et notamment au petit déjeuner qui a eu lieu, alors je ne sais plus quel était son numéro puisqu'on a tellement fait, mais qui a eu lieu au printemps sur justement une réflexion alors c'était sur l'impact de l'inflation, des problématiques d'approvisionnement, de matières premières, etc. sur les produits. Alors on était plus orienté dans ce petit déjeuner, plus PGC, FMCG, etc. que luxe, mais enfin dans tous les cas, si vous utilisez le QR code, vous pourrez revoir la vidéo de ce petit déjeuner et de l'ensemble du matériel qui a été produit, comme le disait Madame Denner, par la chaire pendant ces 6 années, avec les podcasts, les news, les comptes rendus, les slides, les vidéos, etc., etc. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous pour l'événement de clôture. On vous fera savoir quand il aura lieu en soirée. Ce sera plutôt un événement vers 18h, 18h30. Et puis, on vous remercie pour votre fidélité, pour l'on de ces 6 années de travail. Et puis, je remercie aussi, comme l'a fait Elisabeth, tous les parties prenantes dans le cadre de cette chaire. Merci. Bon, merci beaucoup.